Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que nous parlerons ici et que nous aurons la certitude que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. La télévision, c'est Info TV, 307 sur Canal Plus International. Nous avons le pouvoir. Et ce matin, le triptyque n'aura pas changé. On commencera bien évidemment par la météo au niveau de nos kiosques ce matin. La température qui fait justement en kiosque au Cameroun. La dénonciation de Bernardo Basson est également restée intacte. Et si vous le voulez bien, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce jour, nous parlerons des jeunes dans leur volet éducationnel avec une interrogation. Que pensez-vous de l'éducation des jeunes en ce moment en Afrique? Ils sont nombreux qui pensent que cette éducation va dans tous les sens. Pour en parler avec efficacité, surtout avec vigueur et profondeur, elles seront hommes-femmes de médias, elles seront écrivaines ce matin, ils seront hommes d'église, mais également journalistes, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Si vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Révérend Paul Zan, bonjour. Bonjour Papa ici et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Info TV. Révérend Paul Zan n'est plus à présenter au niveau justement de la religion au Cameroun. C'est un pasteur connu et reconnu. Il est le PDG de, je ne sais pas si je vais bien prononcer, de Caris Group Corporation. Ouais, c'est une entreprise qui fait dans beaucoup de choses. Le bâtiment, les prestations de services. Ah bon? Ouais. Donc vous ne parlez pas que de Bible. Ouais, parce qu'en fait, même Jésus était un charpentier et l'apôtre Paul était quelqu'un qui faisait les tentes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que c'est parce qu'on a échoué dans la vie qu'on se retrouve pasteur. Mais en réalité, on est pasteur par appel et pour réussir, ou bien pour s'en sortir, il faut faire une activité et ça nous permet d'être libres. Parce que lorsque on prêche l'évangile, dans le but de gagner 100 francs, 1000 francs, on peut se retrouver en train de pervertir l'évangile qui est prêché parce qu'on a un objectif de gain financier. Mais lorsqu'on est indépendant financièrement, on peut se permettre de dire la vérité biblique afin que ceux qui nous écoutent soient effectivement bénis par ce que nous prêchons. Donc, on ne prêche pas que la parole, mais on est aussi dans des activités qui nous permettent de bien vivre. C'est vrai que je ne vais pas trahir un secret. Lorsqu'on vous regarde, moi j'ai l'habitude de vous regarder hors studio, vous avez quand même des atouts extérieurs d'opulence. L'opulence, je ne sais pas. Mais en vérité, c'est aujourd'hui... Vous êtes juste modeste. Beaucoup de personnes pensent qu'être humble, c'est être pauvre, c'est être sale, c'est être misérable. Rassurez-vous, révérend, je ne donnerai pas la marque de votre véhicule. Pour ne pas frustrer les autres pasteurs. D'accord. Merci d'être là ce matin. Merci. En face de vous, nous allons accueillir une jolie dame. Elle est femme des médias. Skelly Ebimaï, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les panélistes. J'espère que vous allez bien et naturellement à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Skelly Ebimaï est journaliste et depuis plusieurs mois déjà promotrice d'une chaîne de télévision. Ouais. Il s'agit de Lions TV. Lions TV. Lions TV. Exactement un an déjà aujourd'hui que Lions TV a vu le jour. Le temps passe si vite. Tellement vite du côté du 10e Arinquabon. Et comment se passe ce projet? Il faut dire qu'il a fallu beaucoup de courage de votre part pour mettre sur pied cette chaîne de télévision. Vous m'en parliez déjà à l'époque. Modestement, je vous ai encouragé. Ouais, c'était un peu un petit rêve. Mais on va dire que Lions TV, c'est le rêve de toute une vie. C'est le rêve d'une personne qui est née journaliste, qui a décidé de ne que faire journalisme et qui ne connaît que le journalisme. Alors quand tu veux vraiment exercer et de manière libre, tu crées ton entreprise. On a osé et aujourd'hui, Lions TV existe. Aujourd'hui, Lions TV existe comme il y a un pasteur. De toutes les façons, je trempe Lions TV dans le sang précieux de Jésus. Et là, je dis Amen. Ah voilà, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. D'accord. En face de Skelly Ebimaï, nous accueillons également une autre jolie dame. Elle, c'est Marie-Bertille Mawem. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV.
Marie Bertie Mawem est également, elle aborde plusieurs casquettes. Hein. Elle est chroniqueuse au niveau de la télévision, elle est également promotrice culturelle et surtout écrivaine. Exactement. Vous avez toujours eu un projet, hein? C'est un grand événement que vous t'aidez soit chaque année ou après chaque 2 ans? C'est chaque année, la 4e édition d'ailleurs du Festival international, la Semaine des Fous du Livre, se prépare pour du 6 au 9 décembre. Voilà, sous le thème cette année, un établissement, une bibliothèque. Et donc, un établissement, une bibliothèque. Oui, c'est un projet qui va être sur 10 ans et chaque année nous allons créer 30 bibliothèques et pour essayer de sensibiliser un grand nombre de jeunes dans des établissements scolaires à se familiariser avec le livre. Marie Bertie, le fait hein, de manière unanime que nous disions que les Camerounais ne lisent pas, et globalement les Africains, est-ce que ça ne vous refroidit pas dans votre élan ou alors ça vous encourage plutôt à aller de l'avant? Alors lorsqu'on lance un combat, ça voudrait dire qu'on se donne des moyens de ce combat. Donc c'est déjà un constat qui se dégage et on décide de trouver des moyens d'améliorer la situation. Mais je pense que c'est un pauvre slogan de dire que les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais lisent, mais peut-être ils ne font pas la lecture utile. Vous allez constater que tout le monde est hébété sur un écran de téléphone aujourd'hui pour lire WhatsApp, Facebook et tout le reste là. Mais parfois, ce ne sont pas des chroniques qu'il faut pour peut-être sensibiliser, peut-être pour nous ramener vers le thème de ce jour que vous avez posé. Mais vous allez constater que c'est des anecdotes. Donc des gens lisent beaucoup. Et même lorsqu'on vend des livres, ce qu'on constate, c'est que les Camerounais n'ont pas la culture d'aller vers les librairies, vers les bibliothèques. Mais lorsque vous leur apportez le livre, ils les achètent. Et parfois, ils vous rappellent pour vous dire « Ah, quelqu'un a ramassé mon livre sur ma table de bureau. » Donc, je pense quand même que ce n'est pas pour aller dormir avec, c'est pour lire. Les gens lisent. Et il y a quelqu'un qui m'avait piqué un ouvrage. Hein. Jusqu'à présent, je maudis la personne. Que le pasteur me pardonne. Le livre était estampillé « Les confidences de Jean Fauchivet ». Par exemple, oh non, ça c'est... Les confidences de Jean Fauchivet. C'était un livre très important. Fauchivet, dans ses confidences, disait des choses hautement importantes. J'ai même peur de dire certains secrets de la République. Je ne sais pas comment quelqu'un me l'a piqué. Ça veut dire que quelqu'un était passionné de lecture et aussi voulait avoir les mêmes connaissances que Mais il fallait qu'il me demande. Non, mais pas toujours, parce qu'il y a des livres qu'on ne donne pas. Un vrai lecteur, ne donne pas réellement ses livres. Vous voyez que moi, je préfère qu'on achète un livre et puis on prend 2 coca avec cet argent. Mais offrir un livre, ça, c'est une autre chose. Merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. En face de vous, je préfère que vous soyez avec notre ami Bernardo Basson. C'est notre invité permanent. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier aux dirigeants de Eneo, de Sonatrel et de l'Arcel, qui nous plonge dans une misère permanente au point où même se faire beau pour les téléspectatrices d'Info TV n'est plus du tout aisé. Les téléspectatrices surtout. Bon, un bonjour spécial à quelqu'un pour qui j'ai une affection particulière, c'est un de vos fils, Fambiti. Il s'appelle Jean Adiel Ako Mbozo. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est les noms qui ont 2 O à la fin, là. O, accent O encore. Là. Ako Mbozo, il est à Douala. C'est quelqu'un qui est caractérisé par un flegme incroyable. Il a une incroyable capacité à rester calme, quelle que soit la situation. Du coup, même s'il y a un incendie ici, il trouvera une solution, mais dans une tranquillité déconcertante. Même si quelqu'un vient prendre sa femme, il restera calme. Oui, il me l'a déjà dit. Du moins, il gérera la situation, il ne sera pas content, mais il ne manifestera pas de façon excessive. Donc, si aujourd'hui je suis un peu plus calme que par le passé, parce que j'ai vraiment jamais été bouillant ou violent, c'est parce que j'ai également eu à le regarder et à copier certaines choses de lui. Donc, bonjour Adiel, j'espère que tu vas bien. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la journée qui a été consacrée par les Nations Unies pour la protection de ce qu'on appelle l'environnement sauvage, mais qui ne l'est pas. Donc, je pense que la chose la plus importante que Dieu ait donnée à l'homme, c'est la nature, de laquelle il a tiré le substrat physique pour faire émerger l'homme. Donc, il est important que les humains comprennent que la chose primordial à préserver, c'est l'écosystème naturel. Ne pas le considérer comme sauvage, ne pas le considérer comme
régressif ou comme inutile, mais surtout faire corps avec, parce que vous savez que chez nous en Afrique, dans la cosmogonie africaine, l'homme et la nature sont intimement liés parce que l'homme est un élément de la nature. Donc j'invite les uns et les autres aujourd'hui à comprendre que la protection de la vie sauvage est fondamentale. Si Yaoundé aujourd'hui est beaucoup plus chaud que par le passé, c'est parce que tout le monde a voulu détruire l'écosystème pour construire les maisons. Mais les coins dans lesquels il y a encore beaucoup d'arbres sont les coins dans lesquels il y a encore un climat facilement vivable. Donc protégeons la vie sauvage, c'est très important. Protégeons la vie sauvage, c'est très important. Lorsque nous avons dit cela, je prends un premier verre d'eau. Théophile Vianney-Biya, bonjour. Parfait, ici bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je salue très respectueusement et fidèlement les téléspectatrices. Les téléspectatrices. Oui. Respectueusement et fidèlement. Bien sûr. Langoureusement. Affectueusement. Et jovialement. Voilà. Affectueusement. Évidemment. Théophile Vianney-Biya, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins à partir de 6h45, le garçon vous donne l'information parue en kiosque. Il revient à 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné TVB. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent bien évidemment des sénatoriales, l'ambiance des multiples campagnes qui sont lancées dans les états-majors des différents partis politiques en lice pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Mais en attendant, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui s'intéresse au reversement du personnel de Menvel. Théodore Nsangou défie Paul Biya, c'est ce que nous dit le journal Info Matin en grande une. Les détails sont à lire en page 3, mais le journal Info Matin précise que le directeur général de DC refuse d'appliquer le décret relatif du chef de l'État, lequel permet l'intégration des employés du projet au sein de l'entreprise opérant dans le domaine de l'énergie électrique. Après plusieurs tentatives vaines de trouver une solution pacifique, 45 ouvriers sur 97 sont aux abois depuis plusieurs mois. C'est ce que nous dit le journal Info Matin qui est en kiosque ce jour. Plusieurs nouvelles sont disponibles également au journal Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui s'intéresse donc à l'entrée et au séjour des étrangers au Cameroun. Les nouvelles règles sont à lire de la page 4 à la page 9. On nous dit qu'un décret du président de la République signé hier fixe les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun conformément aux dispositions de la loi du 10 janvier 1997 modifiée et complétée le 14 juillet 2022. L'intégralité de ce décret est à lire de la page 4 à la page 9 du journal gouvernemental Cameroun Tribune. En pied une, on s'intéresse à cette actualité triste. Nécrologie. Elle s'appelait Cori, la chanteuse voix féminine du groupe Makaz. Entre 1997 et 2010, est décédée hier à Paris des suites d'une courte maladie. Selon ses proches, elle avait 45 ans. Le journal en parle en page 39 ce matin. Même son de cloche pour le journal Le Jour d'Aman Mana qui parle également nécrologie en pied de une. Cori Dengemo tire sa révérence. L'ancienne chanteuse principale du groupe Makaz et promotrice culturelle est décédée hier. Le journal en parle ce matin en page 3. Mutation de Georges Alain Boyomo n'a pas loupé cette actualité et nous la présente également en page 11. Nécrologie, un Cori brisé. On revient donc sur le parcours de cette chanteuse atypique qui a fait la part belle du groupe Makaz durant plusieurs années. On nous fait savoir qu'elle est décédée du côté de Paris à l'âge de 45 ans. Cameroun, Nigeria, on en parle en grande une de ce journal. Bola Tinubu et nous, Boko Haram, Bakassi, crise sécessionniste, les dossiers d'intérêt commun existent. Quelle sera la méthode du président nouvellement élu? L'analyse d'un géostratège vous est présentée en page 7 du journal Mutation. Et si on prenait le climat qui règne entre Guibaï Gatama et la Fédération camerounaise de football, avec le messager de Feu Pius Ndiaoué qui parle donc de cette relation. Guibaï Gatama, Feka Foot, controverse autour des frais de procédure. Regard croisé des juristes spécialisés en droit du sport sur l'affaire qui oppose l'instance fêtière du football camerounais à son désormais ex-membre du comité exécutif, à lire en page 12 du journal Le Messager qui est disponible en kiosque et qui nous parle également sénatorial. L'allée qui est en ordre de bataille, on nous le fait savoir en page 3. Le journal de Sa Majesté Marie-Robert et Lundu s'intéresse également au sénatorial 2023 du côté de la Léquier. On nous dit que la Léquier est mobilisée pour un carton plein. C'est la une de ce journal qui revient donc sur l'intégralité de l'adresse du ministre Eyebea ici qui s'exprimait lors du meeting solennel de lancement de la campagne électorale le 1er mars 2023 du côté de la Léquier à Monatélé. Le régional parle également de cette même actualité et s'intéresse au lancement de la campagne à Monatélé en vue de l'élection sénatoriale du 12 mars. Le régional revient
revient donc sur tout ce qui s'est dit du côté de Monatélé en page 5. L'événement parle sénatorial ce matin et ce journal nous amène du côté des Biwongbane, en rang serré derrière le RDPC et le président de la commission communale de campagne, Joseph Liboire Ango, qui rassure. On nous fait savoir que de ce côté, les sympathisants et militants du RDPC sont donc mobilisés pour un 100% lors des sénatoriales du 12 mars prochain. Flèche d'Afrique parle également sénatoriale du côté de la Meufou et à Kono. Gaston Elundu et Somba rassure la victoire par la discipline dans le parti. Et il a donc présidé une cérémonie de lancement de campagne le 1er mars dernier et il a mobilisé davantage les militants ainsi que les électeurs et qui vont donc se rendre aux urnes le 12 mars prochain. Le triade de le soir parle sénatorial du 12 mars au BAT 1 et nous amène du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Sénatorial du 12 mars 2023, le RDPC à la conquête de l'électorat pour sa victoire à l'Ouest. Célestine Kecha Cortés répercute les consignes pour le triomphe de la liste du RDPC. On en parle de la page 5 à la page 6. Média Action reste dans les sénatoriales 2023. Le président du Sénat a fait le plein d'œufs dans une rencontre de motivation de l'électorat à sa résidence à Banganté. On en parle ce matin avec le journal Média Action qui reste dans cette mobilisation concernant les sénatoriales du côté de la région de l'Ouest, mais cette fois-ci plus précisément à Banganté. La République presse de Timothée Somba Bena parle sénatoriale. On reste dans la région de l'Ouest et on va du côté du Kunki. Politique, élection sénatoriale dans le Kunki. Albert Coinche promet un vote à 100%. Le serment du président de la commission départementale a été scellé le 28 février dernier à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne dans la grande salle de l'hôtel de ville de la commune de Pété Banjoun. Affaire Martinez-Zogo. Cette affaire barre la grande une du journal de Timothée Somba Benaki est disponible en kiosque qui parle justice ce matin. Justice, affaire Martinez-Zogo, naufrage inquisitorial. Cette affaire est présentée en page 5. La nouvelle expression reste également sur l'affaire concernant le décès de Martinez-Zogo. Rebecca Enonchamp répond à Sadi. La nouvelle sortie du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, suscite des réactions. Cette réaction de Rebecca Enonchamp est présentée ici en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Insécurité à Bafoussam, une jeune fille assassinée à Bafoussam. Actualité à lire au journal La Nouvelle Expression en page 4. Un crime qui s'ajoute à la longue liste des agressions mortelles qui demeurent sans explication dans la région de l'Ouest Cameroun. La Nouvelle Expression reste également sur l'actualité concernant le SDF, le Social Democratic Front. Procès du SDF, Frunzi absent au tribunal. La première audience a eu lieu hier, jeudi 2 mars 2023, au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. On retient que Nijon Frunzi était donc absent lors de cette première audience. Affaire Martinez-Zogo, le quotidien bilingue Émergence en parle ce jour. Affaire Martinez-Zogo, la stratégie du pourrissement est présentée ici en page 3. Affaire G27 contre SDF, Frunzi dribble le tribunal. On nous le fait savoir également en page 3 du journal Émergence, quotidien bilingue qui est en kiosque. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama s'intéresse à cette polémique. Ngaoundéré est-elle la ville la plus chère du Cameroun? Élément de réponse en page 4 du journal L'œil du Sahel. Nous refermons cette revue de presse avec le journal L'Info à chaud qui parle du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Autonomisation de la femme, égalité femmes-hommes. Armand Claude Abanda nommé ambassadeur. Diplôme d'ambassadeur décerné par le ministère de la fonction publique et de la réforme, le ministère de la promotion de la femme et de la famille en partenariat avec ONU Femmes en raison de son combat pour l'autonomisation de la femme et l'égalité homme-femme. Une reconnaissance du gouvernement camerounais et du système des Nations Unies unanimement saluée. On en parle avec le journal L'Info à chaud qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Cette fidélité reste et demeure inchangeable, implacable, incontournable, indétrônable et inaliénable. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci parfait à ici. Merci au panel. Merci également aux téléspectateurs ainsi qu'aux charmantes téléspectatrices. Bien sûr, j'en ai convenance pour vous appeler TVB. Vous ne partez pas le 19h en anglais ce soir, sans oublier le 20h en
français. Un fait saillant de l'actualité développée. Oui, nous allons rester dans la célébration de la Journée internationale de la femme avec les multiples activités qui sont donc déroulées par les multiples femmes que nous avons au Cameroun. Du côté de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, les femmes politiques de ce côté se sont investies pour rendre belle cette commune en cette période. C'est une semaine d'activité qui se déroule donc du côté de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er. On reviendra également sur cette nomination reçue par le représentant résident de l'IAI Cameroun qui, puisqu'on parle des femmes, a donc été honoré par les femmes en tant qu'ambassadeur de l'autonomisation des femmes et de la lutte parlant de l'égalité homme-femme. Il a donc reçu ce prix du ministère de la promotion de la femme et de la famille et également c'était également en collégialité avec ONU Femmes. Donc c'est une reconnaissance non seulement gouvernementale mais également internationale parce que vous savez que ONU Femmes exerce sur le plan international. Et bien le MINPROF représente ici le Cameroun, donc c'est une double reconnaissance, une reconnaissance nationale et internationale. Nous allons revenir sur les... On dira tout simplement bravo à Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, un homme tellement grand. Bien sûr. Mais quelle humilité. Ah ça, son humilité est légendaire. Ils ne sont pas comme ces gens tellement bas, mais quelle arrogance. Il faut dire que Armand Kodabanda fait montre de beaucoup d'humilité, comme vous le démontrez. Il a pas mal de projets qui œuvrent dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Nous avons par exemple le projet 100 000 femmes et également le projet MIGEF 2035 qui se bat naturellement. Et qui est parrainé par la première dame. Chantal Biya, exactement. Donc tous ces projets sont là pour promouvoir l'usage de l'outil informatique du côté de la gente féminine. Il faut sortir les femmes de l'ignorance du numérique et le représentant résident de l'IAI Cameroun porte donc ces projets qui sont pilotés depuis plusieurs années aujourd'hui. Théophile Vianney, El Perfecto. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous donne rendez-vous lundi à 10h. Merci, à lundi 10h. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre quelques faits qui nous ont intéressés lorsque TVB nous livrait la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Je commence par Marie Bertille Mawem. Plusieurs dessins. Plusieurs décès. Nous avons appris, je pense, depuis hier, le décès de cette très grande chanteuse, une chanteuse de classe et non de masse. Cette chanteuse du groupe Makaz, l'ancienne chanteuse du groupe Makaz qui est morte à Paris à l'âge de 45 ans. Vous l'avez connue? Bien sûr, c'est normal, c'est naturel. Je serais... un gros manquement de ne pas reconnaître la voix de Corée, même lorsqu'elle ne chante pas. Et c'est une figure vraiment emblématique parce que il ne fallait pas beaucoup pour elle. C'est-à-dire c'est une des dames qui ont marqué une tendre jeunesse et aussi à travers sa voix, mais aussi toujours avec sa coiffure. Elle avait une très belle voix. Non seulement la voix qu'elle harmonisait avec les coiffures africaines, je ne reconnais pas une image d'elle avec une perruque ou quoi que ce soit. Elle est restée Corée comme vraiment une africaine. C'est une grande perte parce que j'imagine que le fait qu'on ne la voyait plus peut-être chanter dans un groupe, mais c'est sûr qu'elle accompagnait beaucoup d'artistes parce que sa voix ne pouvait pas rester juste à la maison. C'est tombé comme un coup de massue et nous sommes... Comme là, tout de suite, nos visages sont simplement figés à l'idée de ne plus jamais l'entendre. Lorsqu'on vous dit que ce sourire va entrer dans la dent, c'est ça. Moi, je dis quel gâchis. C'est tellement difficile de vivre ça. Mais en même temps, vous savez, parfait, c'est la loi de la nature. On n'y peut rien lorsque la mort frappe à la porte, surtout quand on parle d'une courte maladie. Et donc, du coup, à nous les pleurs et à elle les fleurs. Merci beaucoup. Révérend Paul Zan, je présume qu'on peut être homme d'église, mais en écoutant également ce que certains appellent souvent des musiques, que je mets les guillemets, mondaines. Alors, vous avez aussi connu l'ancienne chanteuse du groupe Makaz? Moi, je l'ai connue parce qu'elle était dans le groupe Makaz et l'un des piliers du groupe, tout à fait. Henri Okala, est mon frère, mon cousin. Vous connaissez donc bien le groupe? Donc, c'est un groupe que je connais. Et comme ma voisine de gauche le disait tout à l'heure, c'est une voix qui nous a fait du bien. Et comme la musique est éternelle,
c'est une œuvre éternelle dont nous continuons à écouter sa voix. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand une personne meurt, surtout à cet âge-là, 45 ans. quelle est la leçon que nous tirons pour nous les vivants? C'est-à-dire qu'on lui souhaite le repos de son âme, on prie pour la famille et prouver et pleurer. Mais nous qui restons, premièrement en tant qu'hommes de Dieu, ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que tous ceux qui vivent dans cette saison, puisque à l'église nous parlons de la fin des temps, il faudrait que nous sachions que tout le monde peut mourir maintenant. Que ce soit par maladie, que ce soit par accident, que ce soit par poison, que ce soit par maladie, que ce soit par mort naturelle. Et il est normal qu'avant de quitter la terre, que nous puissions avoir arrangé notre vie avec le Seigneur. Et numéro 2, que nous puissions laisser nos empreintes. Elle, par exemple, elle a chanté et ça fait du bien. Ça nous fait du bien, ça fera du bien aux générations à venir. Elle a marqué son temps. Alors, ceux qui sont là actuellement, qu'est-ce que nous faisons pour marquer notre temps? C'est ça qui est important. C'est vrai quand même qu'il y a certaines personnes révérends, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, la personne a 50 ans, 60 ans, on se demande si le type s'il meurt, il va me laisser quoi? Dès qu'on l'enterre, il n'y a plus rien. C'est ça en fait, donc il faut que nous prenions conscience que nous sommes venus sur la terre pour une mission et cette mission doit être accomplie pendant notre vivant et lorsque nous serons partis, c'est ce qu'on aura fait qui va rester parler de nous. Donc Corrie est partie et nous disons simplement que c'est entre guillemets un drame, c'est une douleur qui reste, mais nous qui restons, il faudra que nous continuions à faire ce à quoi Dieu nous a appelés sur la terre. Très bien. Moi, je ne peux pas demander à Skelly Bimaï si elle connaît Corrie. Ce serait même me faire insulte à cette dynamique journaliste qui, justement, est également l'amie des hommes et des femmes de culture depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez retenu de la célèbre chanteuse? Déjà la voix, comme tout le monde, normalement. Le simple fait également qu'elle savait porter en elle l'univers folklorique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du folklore, c'est vrai, je vais voir Salignolo, je vais voir parfois Karis Fotso, mais également Corrie est restée imperturbable à ce niveau-là. Il faudrait dire que même quand elle est partie à l'étranger, elle a trouvé ce moyen d'attirer certains jeunes, pas mal, hein, on voit avec les témoignages, tous ces dernières heures sur les réseaux sociaux, elle a pris le moyen d'attirer plusieurs jeunes et leur donner cette voix-là. Garder les valeurs intrinsèques, des valeurs traditionnelles de la culture camerounaise. Il faut dire que Corrie est peut-être morte aujourd'hui, mais je pense que son héritage vivra éternellement en fait. C'est vrai, c'est une très grande perte, mais la seule chose... Surtout partir à 45 ans. Elle avait encore beaucoup à donner. Tellement. Tellement même. Est-ce qu'on ne peut pas dire, hein, et je passe sous le contrôle du révérend, que parfois Dieu est injuste? Vous voyez une jeune dame qui meurt à 45 ans, mais vous voyez un autre monsieur qui a 92 ans, lui vit. Est-ce que c'est sérieux? J'étais en train de dire parfois, pour répondre à ta question, que la seule chose réelle, logique, qui est vraie sur cette terre, c'est la mort. C'est que peu importe le moment ou l'heure, c'est qui est sur ce que tu iras. Mais maintenant, tu y vas uniquement lorsque le Seigneur ou bien la nature a décidé que vous pensez que toutes les morts, vraiment, que Dieu connaît même tous les morts? Parfait, ici. Parfois, j'ai l'impression aussi que d'autres morts me surprennent Dieu. Hein? Non, parfait. C'est-à-dire que si on te mange à la sorcellerie dans ton village, est-ce que Dieu t'attendait même déjà? Il a forcément permis. Ce qui est sûr, je ne vais pas parler, je ne suis pas très forte dans la religion, je ne suis même pas révérende, mais ce que je sais, c'est que tu y vas uniquement quand ta mission sur terre est terminée. Quelqu'un qui part à 10 ans, là, a accompli quelle mission? C'était sa mission de partir à 7 heures. C'était sa mission de partir à 7 heures. En tout cas, le révérend va revenir tout à l'heure pour nous expliquer un peu. Alors, Bernardo Obasson, on vous connaît très ancré dans la culture et surtout pour les bonnes choses. Corrie était une très belle chanteuse, mais également, elle chantait très bien. Elle est malheureusement partie, décédée à Paris à 45 ans. Une perte énorme pour la culture camerounaise. Je vais peut-être vous décevoir. Vous ne la connaissiez pas? Il n'y a pas très longtemps que je l'ai connue en fait. Donc, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai connue. Tu n'es pas sérieux? Voilà, ça fait à peine Comment tu ne connais pas le groupe Macaz? Je parcourais les pages YouTube à la recherche des informations relatives à la culture et à la spiritualité africaine. Je suis tombé sur certaines vidéos du groupe Macaz. Et lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai eu la chair de poule. Voilà. Tout de suite, je me suis demandé, mais est-ce qu'on peut chanter comme ça? Donc voilà, et puis je me suis retrouvé en train de l'écouter plusieurs fois et surtout que, comme vous l'avez dit, je suis très lié à la culture, donc les éléments qu'elle mettait en mouvement,
sa coiffure, les rythmes rappelaient tout de suite l'africanité, l'ancestralité, la culturalité dans son absolu la plus brillante. Donc, forcément, c'est une belle perte, mais moi, je continue de questionner le sens et la notion de l'héritage. Ouais. Parce que je pense que des êtres comme ça, avec un talent fou, incroyable, ne devraient pas partir sans laisser à la postérité quelqu'un à même de remorquer tout ce bagage-là. Donc, je ne sais pas si notre culture camerounaise, dans sa structuration, met en place des systèmes à partir desquels des personnes qui ont atteint un certain niveau d'éclairage dans un certain domaine réussissent quand même à laisser quelque chose à la postérité, parce qu'on a perdu Kambi Brillant, on a perdu Manu Dibango, on a perdu plein de personnes. Là, il nous reste Ben Deka, Grace Deka, Sam Dende, etc. Est-ce qu'après eux, la grande chanson Douala va mourir? Chez nous, par exemple, on a Bel Katobi. C'est le seul d'ailleurs qui vous reste, hein, voilà, sur vous les bassards. Parce que quand vous voyez les ex-Malais... Le Samson Shoga est mort. Bon. Voilà, donc on ne sait pas. Les ex-Malais se cherchent déjà. On ne sait pas si Il chante très bien, Benoît Benoît. Bitton, oui, il chante bien, mais il n'est pas régulier. Il chante très bien, mais il n'est pas régulier. Si on a encore Kachino qui reste la mère, Lady et Ponce. peut-être Lady Ponce qui est la fille, mais après Lady Ponce, on ne voit pour le moment personne encore Ils qui sont est- nombreux. Non, 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 Je non, peux non, en non, citer non, jusqu'à non, demain non, matin. D'accord, donc ça, c'est Non, 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 non. c'est- Il y a Josco, Bisso Solo, Il y en a Aïdjo beaucoup. Mamadou. n'est pas tout jeune, Mamadou. Hein. C'est une génération avec Lady Ponce, je pense, c'est la même génération. Non, si je me Non, trompe Lady pas. vient après eux. Après eux, justement. Oui. Je parle d'après Lady Ponce. Mhm. Bon, si vous dites qu'il y en a, si vous me rassurez qu'il y en a d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup le Bikutsi. Ouais. Il y en a Mais- Il y en a, il y en a. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est quand même triste de perdre quelqu'un comme ça. Moi, c'est Tout juste à pour fait. sa voix et sa coiffure que j'étais plus ou moins subjugué. Très bien. J'insiste hein, à revenir donner la parole au révérend. Il y a Skelly qui a posé un problème à foi un peu important là. Elle insiste que même si on meurt à 10 ans, c'est que on a atteint sa mission et on devait partir. Moi, je suis pas très d'accord parce que quand quelqu'un meurt à 3 ans, il sait pas ce qu'il a eu à faire. Et maintenant, je pensais également que Dieu me met parfois surpris de certaines morts. C'est-à-dire que toi, tu viens ici à la télé, quand tu vas prendre une bière là-bas, un gars t'empoisonne, tu meurs. Donc, Dieu me met surpris ou bien nous n'avons rien compris, révérend. Non, en fait, je précise que chaque fois qu'il faut répondre à certaines questions, il faut définir le référentiel. Ouais. Et là, en tant que pasteur, le référentiel, c'est la Bible. Et je préfère dire que la copernéliste a donné une réponse incomplète. Il y a plusieurs types de morts. La première mort, les premières morts viennent de Dieu. Numéro 1, on peut mourir parce que, comme elle a dit, on a accompli notre mission sur terre. Numéro 2, on peut mourir parce que Dieu réalise qu'on ne veut pas accomplir notre mission et il trouve bon de nous enlever de la terre. Donc, parce qu'on a échoué. Il y a des personnes, comme on va voir dans la Bible, Ézéchias, qui n'a pas fait ce que Dieu a dit et Dieu a dit je te frappe. Il s'est repenti et Dieu l'a sauvé de la mort. Il y a un troisième type de mort qui vient des ennemis. On a des gens qui sont morts ces jours-ci parce qu'ils ont été assassinés. On ne pourra pas dire que c'est Dieu qui a voulu ou pas voulu. Parce que la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il disait tout à l'heure que est-ce que ceux qui sont partis ont laissé quelque chose? C'est capital. Est-ce que ceux qui ont été assassinés ont eu le temps de laisser un héritage à leurs enfants? Il y a des gens qui meurent parce que des autres, des méchants, les ont tués. Dieu a peut-être permis, est-ce que Dieu a voulu? Permettre ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Et même quand on parle de la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite et la volonté permissible. Il y a d'autres morts qui sont liés à notre bêtise. On ne devrait pas se mettre à l'entrée d'un train où il y a sur les rails et dire que si je meurs, c'est parce que Dieu a permis. On n'ira pas conduire en état et on meurt, on dit c'est parce que Dieu a permis. On n'ira pas s'exposer à une contamination. Ainsi de suite. Et on dira qu'on est mort parce que Dieu a permis. Donc il y a des morts qui viennent de Dieu. Parce que numéro 1, il voit qu'on a accompli notre mission. Ou numéro 2, il voit qu'on refuse. On sort de notre mission. Il y a aussi des morts qui viennent du diable. Ou des hommes, des méchants, de ceux qui ne nous aiment pas. Il y a aussi des morts qui viennent de nous-mêmes. Parce qu'on joue aux idiots et on s'expose. Donc, il y a des gens qui vivent dangereusement. Voilà. Maintenant, une personne peut mourir par le poison. On dit coup de maladie, mais la personne a été empoisonnée. Et voilà, donc la mort ne vient pas toujours de Dieu, elle peut venir de nous ou de l'autre, le méchant. Merci beaucoup. Hein. Elle peut venir du méchant. J'aime quand les pasteurs disent qu'elle peut venir du malin, donc du diable.
Nous allons également rendre un hommage bien mérité ce matin. Lui, il était un confrère bien connu également au niveau de la scène médiatique camerounaise. Dieudonné Mvodo, il n'est plus de ce monde. Il excellait dans le journalisme en langue maternelle, en langue Ewondo. Il travaillait pour le compte de Galaxy FM. C'est une radio émettant à partir de Yaoundé. Ici même à Info TV, il était un invité presque permanent dans le cadre de notre débat en Ewondo tous les samedis à partir de 10h. Le débat baptisé Adjoanafé. Il était très régulier dans le cadre justement de cette émission. Malheureusement, un accident de la circulation l'a emporté hier. Il n'est plus de ce monde. Donc Dieudonné Mvodo, nous allons simplement supplier l'Éternel qu'il soit reconnaissant à votre endroit. C'est une perte vraiment énorme. Nous avons malheureusement également appris hier qu'un autre prêtre a également été assassiné du côté d'Obala. Un assassinat de plus, un assassinat de trop. Un autre prêtre assassiné à Obala hier. On a découvert le corps sans vie balancé comme cela à un endroit du côté d'Obala. Que Dieu récupère également l'âme de ce serviteur justement de Dieu. Lorsque nous avons dit cela, je prends un deuxième verre d'eau. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Nous, à notre niveau, nous avons le courage de poser cette dénonciation sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, le 21 février dernier, le président tunisien Kais Saied, lors du Conseil de sécurité nationale, a sorti certaines déclarations choc qui ont choqué le monde entier. Il a dit qu'il allait prendre des mesures urgentes contre une horde de migrants clandestins qui, selon lui, seraient responsables des crimes et autres actes violents sur le sol tunisien. Donc, toute l'Afrique s'est sentie heurtée par cela et même le monde entier. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rendu public un communiqué par sa cellule de communication dans laquelle il condamnait les actes et estimait qu'il fallait que les États membres de l'Union africaine prennent engagement et surtout apprennent à se conformer aux dispositions prévues par l'Union africaine concernant la libre circulation des biens et des personnes. Donc, c'est une situation aujourd'hui qui crée de graves conflits en Tunisie. Les migrants aujourd'hui sont pourchassés par les Tunisiens qui les expulsent violemment. Certains n'arrivent plus à sortir de la maison. D'autres encore, des femmes avec des enfants se retrouvent expulsées. Donc aujourd'hui, les migrants sont dans une crise sans précédent en Tunisie. Certains pays africains déjà ont décidé de prendre des mesures et des initiatives pour résorber cela pour leur part et portion. La Guinée, Conakry et aussi la Côte d'Ivoire ont affrété des avions pour que leurs ressortissants tunisiens soient rapatriés dans l'urgence la plus absolue. Aujourd'hui, le Cameroun se fait encore attendre, de même que d'autres pays africains. Donc il est important de comprendre que dans la situation qui prévaut aujourd'hui en Tunisie, il y a des Noirs, des Africains qui sont pourchassés, qui sont traqués, qui sont maltraités, qui sont torturés, qui sont tués même pour quelques-uns, suite aux déclarations choc du président tunisien. Donc il faut que les démineurs se penchent dessus aujourd'hui pour déjà essayer d'examiner clairement à partir d'où est-ce que cela est né et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos concitoyens et ceux qui résident là-bas, qui ne sont pas forcément nos concitoyens, puissent en sortir plus ou moins indemnes. Merci Bernardo pour cette dénonciation. Effectivement, depuis quelques jours, nous suivons avec grand intérêt cette autre malheureuse actualité. On a l'impression que la mesure viserait un peu plus les Noirs africains. C'est le cas. Les Noirs africains qui sont donc expulsés tels des malpropres. Je passe la parole à Marie-Bertie Mawem. J'ai peur de dire que ce n'est pas la première fois que certains pays du Maghreb brillent par des actes aussi xénophobes. Exactement, parfait. Ici, il faut dire que c'est déjà connu. Ils considèrent qu'ils ne sont pas noirs, qu'ils sont même déjà pas africains. Je ne sais pas comment ils font passer ça dans leur cerveau. Mais il faut dire que le racisme, c'est une douleur qu'on traîne, comme vraiment un cheval qui semble en santé, mais qui traîne sa queue. Donc, même si on fait semblant, nous tous nous savons, même les migrants qui y vont,
savent au préalable que lorsque tu vas prendre la route et que tu arrives dans les pays maghrébien, de toute façon, tu auras des problèmes. Donc, mais comme l'aventure a deux choses. Ou tu réussis, ou tu perds, ou même tu meurs. Donc, en réalité, il faut commencer par dire que c'est un acte déjà de vandalisme, de quitter tout ce qu'on a, parce que, et puis, penser prendre une route sans avoir aucune boussole, et s'en aller, ça veut dire qu'au préalable, on est préparé à tout ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas comme si, lorsqu'on rencontre ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, ceux qui sont arrivés il y a 1 an ont suivi les histoires de ceux qui y étaient il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais peut-être le problème est à soigner ailleurs. Peut-être il faudrait que les pays noirs essayent d'offrir un peu plus à la jeunesse, pour que la jeunesse trouve confiance et continue à rester chez elle. C'est difficile de traiter ce sujet parce qu'en réalité, il y a un problème de cœur, de sentiment là-dedans, du manque d'amour qu'ils expriment envers la peau noire. Donc, dès qu'il y a une petite occasion donnée, eux, ils vont toujours faire des mêmes choses. Merci. Par contre, c'est désolant parce que les cris retentissent, à un moment donné, ces cloches doivent nuire un peu à notre huile. Donc, pourquoi les autres pays se lèvent à la hâte pour aller à la sauvette, pour aller sauver les rescapés qui y sont, et que le nôtre, jusqu'ici, attend, et puis qu'on ne dise même pas grand-chose, parce que parmi des personnes qui y sont, si on n'a pas un ami, on a un frère, si on n'a pas un frère, on a de toute façon un Camerounais en souffrance, et surtout ces petits-enfants qui vivent cela et qui grandiront avec ce traumatisme. Je pense qu'à un moment donné, notre pays, parfois, il est très lent. Vraiment sans le critiquer, mais il est très lent. On a parfois le besoin que quand ça fait mal quelque part, qu'on se sente un peu en sécurité, ou alors pendant que tu gémis de douleur, tu sais que d'un instant à un autre, mon pays va venir. Tu hurles de douleur. Oui. Le gémissement, c'est autre chose. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Skeli Bimaï. Alors, Skeli Bimaï, c'est un peu pénible. Hein? Nous pensons que nous sommes tous des Africains et cela signifie que nous sommes des frères. Que ce soit justement ce que nous appelons l'Afrique noire ou alors l'Afrique blanche, nous pensons que nous sommes des frères, mais de manière régulière, de manière répétitive, on a la nette impression que certains pays du Maghreb nous font comprendre que nous ne sommes pas des frères et par des traitements inhumains, par des expulsions barbares. Maintenant, c'est la Tunisie qui est mise en exergue. Je pense que la norme voudrait que même quand nous sommes une famille, que chacun apprenne à rester chez soi. Ah bon? Il serait anormal, excusez-moi, j'essaie d'être franche, il serait anormal que le voisin ou alors que ma soeur vienne me tabasser ou me chasser de ma propre maison. Là, nous ne sommes plus dans la normalité. Mais si je vais chez elle, elle doit me faire ce qu'elle veut. Justement, si elle trouve que mon comportement influe de manière négativement ou alors super positivement sur ses enfants, bien sûr, elle-même. Ça, c'est clair. Parfait. Plusieurs fois, on est parti à la sauvette, comme vous voulez dire, de ces jeunes-là. Oui. Mais à peine foulé le sol, ils reprennent encore la route, ce qu'on appelle communément le boza. Est-ce que l'État va prendre sur lui chaque instant qu'ils vont vouloir sortir de leur propre chef, abandonner famille, enfants, parfois épouse, abandonner les terres ici. Ils vont sortir pour aller cultiver des boulots. Parfois des des boulots. boutiques qui revendent. Je connais une personne qui a pris la peine de vendre son salon de coiffure qui était huppé pour faire la route. Au bout de 3 ans, parce que cette personne est restée justement qu'elle en Tunisie, 3 ans en Tunisie, est revenue s'installer du côté de Douala, ouvrir le même salon et maintenant dit que c'est mieux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, c'est vrai, c'est question d'éducation, mais excusez-moi, la bêtise. Pourquoi ça devrait être mieux ailleurs? Si j'ai besoin de boire de l'eau et que je me rends compte que, je vais dire, la Kamwata ne me procure pas assez d'eau, je n'ai qu'à prendre les mains de commencer à creuser mon propre forage pour que demain je n'ai pas de problème d'eau. Ils sont nombreux ces jeunes. Moi, je refuse qu'on encourage ces jeunes-là qui voyagent pour aller enrichir le village voisin et après se permettre de crier et dire le gouvernement ne fait rien pour nous.
Est-ce que le gouvernement doit tout faire? Voilà une question. Jeune, pourquoi tu es là-bas? Tout à l'heure, elle disait parfois, ils sont à la recherche du meilleur vivre, si je vais dire comme ça. Ouais. Mais, s'il vous plaît, chaque pays vit selon ses moyens. Hein. Ce que vous appelez meilleur vivre là-bas, c'est selon leurs moyens. Je pense qu'en Europe, on vous donne par exemple 1500 € de salaire. C'est selon les moyens de là-bas. Et dans ces 1500 €, ils ne s'en sortent même pas. Toi, en tant que Camerounais, tu convertis en francs CFA, tu te dis que de gagner 150 000 dans mon pays par mois, moi, je m'avais gagné 1 500 000 en oubliant que là-bas, tu vas payer plusieurs charges. Tout ça, c'est question de sensibilité et parfois de compréhension. Très bien. Je passe la parole au révérend Paul Zan. Alors, révérend, c'est vrai que Skeli Bimaï pense que le gouvernement ne peut pas tout faire, surtout que beaucoup d'entre nous sommes têtus. Du jour au lendemain, nous nous lançons dans des aventures, pour parler comme l'autre, ambiguës. Et maintenant, pour parler comme les jeunes au Cameroun, quand ça on dit que c'est le gouvernement qui est laxiste. Maintenant, nous avons quand même une image, hein, c'est aussi un fait, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a pris le taureau par les cornes en affrétant des avions pour aller chercher leurs compatriotes. C'est aussi le rôle régalien de l'État. En fait, l'État doit faire le minimum. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais le gouvernement peut faire le minimum. On a vu une basketteuse internationale américaine qui avait à sa possession, quand elle était de passage en Russie, la drogue. On l'a arrêtée et le président américain a tout fait. Il a même échangé des prisonniers russes, des grands brigands, avec elle pour la sauver. Parce qu'ils ont une éducation, puisque certainement on parlera de l'éducation. Tout à fait. Ils ont une logique. Et je crois que Donald Trump a mis ça en exergue pendant tout son mandat. L'Amérique d'abord. Et je crois qu'on a un réel problème en Afrique subsaharienne. On a l'impression même au Cameroun que les Camerounais ne s'aiment pas. Si le gouvernement, ceux qui dirigent, c'est-à-dire tous ceux qui dirigent, là on parle par exemple du ministre des Relations extérieures, on parle de l'ambassadeur là-bas, si un seul instant, il a reçu l'éducation que son fils ou son compatriote qui a son sang est important, et qu'il apprend, parce que lorsque ces gens sont en Tunisie, lui ici, ils ne sont pas en règle. Il y a des lois pour traiter ceux qui ne sont pas en règle. Mais est-ce que les lois autorisent qu'on les frappe, qu'on vandalise leurs boutiques, qu'on les tue? Donc le traitement inhumain que les Camerounais subissent en Tunisie, même en Libye et dans les autres pays du Maghreb, est-ce que ce traitement fait partie des lois préconisées par les constitutions de ces pays? Si ces traitements inhumains ne font pas partie de ces lois, alors nos frères qui sont là-bas sont en danger. Et nous, qui devons, en tant que leader du pays, en tant que gouvernants du pays, nous qui devons donc les protéger, les accompagner, les aider à sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis parce qu'ils sont têtus, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en réalité, tu le disais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, ils ont pris les choses en main. Tout à fait. Mais chez nous, on a vu ça en Guinée, ici à côté, ça a tardé. Il y a même, lorsqu'on parle des relations internationales, du principe de réciprocité, on a l'impression que chez nous, c'est le laxisme, puisque ça va, nous, on dort bien chez nous. Nos enfants vont dans les grandes écoles aux États-Unis et partout. Et ceux qui sont en galère en Guinée ou bien en Tunisie, peut-être parce qu'ils ne sont pas de notre famille, on ne comprend pas. Donc on a un réel problème chez nous. On a l'impression que ceux qui dirigent s'en foutent un peu des autres. Parce que je ne suis pas sûr que si le ministre chargé ou l'ambassadeur chargé de ça, son fils était concerné, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas réagi. Bon, peut-être vous êtes en train de faire un faux procès, hein, non, à monsieur l'ambassadeur. Je me questionne, on n'en sait rien. Je me questionne, mais je dis, normalement, au Cameroun, il faudra désormais que lorsqu'un Camerounais est en difficulté, je dis un seul Camerounais, que le gouvernement prenne cette affaire au sérieux. Qu'on essaie de copier les bonnes choses que les Américains font. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette basketteuse qui n'était pas en règle. Elle était en possession de la drogue. Mais le président américain a tout fait pour la récupérer là-bas et la ramener. Donc il est normal que l'État camerounais
apprennent à faire ça pour les compatriotes. Parce que tout à l'heure, je finis en disant, lorsqu'on parle de ceux qui vont Beaux-Arts et autres, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont vu qu'il n'y a plus d'issue ici et peut-être se sont dit que là-bas ils vont essayer. Il a fallu donc que cette fille dont elle parle a essayé pour voir qu'il n'y a rien là-bas pour revenir. Donc plusieurs se découragent ici. Plusieurs, après avoir tout essayé, même s'ils n'ont pas tout essayé, après avoir essayé beaucoup de choses, se disent que peut-être de l'autre côté ça va marcher. Il est donc normal que le gouvernement donne le minimum de sécurité, le minimum d'assurance, même si ça ne donne pas encore, mais qu'on puisse dire aux gens ça va aller. Et que dans la suite, les choses s'améliorent. Merci beaucoup, Révérend Paul Zan. Bernardo, je vais parler comme certains journalistes lors des conférences de presse. J'aurai une question à deux volets à votre endroit. Premier volet, c'est au niveau de la responsabilité de l'État du Cameroun, selon certains qui abandonnent donc ses compatriotes en difficulté du côté de la Tunisie. Entre-temps, il y a une autre thèse soutenue magistralement sur ce plateau par Skelly Bimaï, qui pense également que nous sommes responsables. C'est-à-dire que toi-même, un beau matin, sans aucune issue, sans rien, tu prends la route de l'aventure. Maintenant, quand ça tourne au vinaigre, tu commences à maudire le gouvernement. Parfait, ici, je présuppose, au risque de me tromper, que Kelly Bimaï sera bientôt maman. Peut-être elle ne lève pas encore. Lorsque ton enfant... vous n'en savez rien. Non, je dis peut-être. J'ai dit okay. Lorsque ton enfant est en danger, ouais. tu le mets d'abord en sécurité. D'abord. Il y a un mois, on m'a appelé. Ton fils a un souci ici avec la gendarmerie et tout. J'avais quelque chose sur moi, j'ai d'abord envoyé. D'abord. Le lendemain, j'ai encore envoyé quelque chose. Est-ce qu'on peut d'abord le sortir? Non, il faut encore. Finalement, il a pu sortir. Donc, c'est le principe. Je suis père. Quel que soit ce que mon enfant ait pu faire, lorsqu'il est en danger, je me bats d'abord à le sortir du danger. Et puis après, je vais le blâmer. Ça, c'est le premier point. Et en cela, le gouvernement est responsable en ceci que il n'est pas suffisamment diligent pour la sécurisation et la protection de sa population, quelle qu'elle soit. Pas parce qu'on est en Tunisie qu'on n'est plus camerounais. C'est très important de le dire. Tout à l'heure, le pasteur a dit une chose et son contraire, mais je ne vais pas entrer dans le débat. Le pasteur a dit qu'en Afrique au sud du Sahara, on a perdu le vivre ensemble, on a perdu le travail collectif, on a perdu le sens de la fraternité, sauf que le pasteur s'appelle Zan. Ça veut dire qu'il est Fangbeti, mais il est chrétien. C'est déjà antagoniste, puisque l'Africain Zan n'est pas chrétien. Est-ce que Jésus était africain? Il est juif. Mais ce n'est pas le débat du jour. Vous voulez vraiment dire que vous nous embrouillez là? Non, ça c'est un autre débat. Non, ce n'est pas le débat. Par rapport au contexte sécuritaire en Tunisie, il y a deux éléments à prendre en compte avant de revenir sur la raison de l'immigration. Le premier, c'est que il y a un parti politique d'extrême droite nationaliste en Tunisie qui, depuis quelques mois, a le vent en poupe. Et quand on dit en Occident, entre guillemets, parti nationaliste, c'est le parti des extrémistes. Ceux qui rejettent généralement les autres pour être purement conservateurs. Et donc ce parti politique fait pression actuellement sur le gouvernement, ce qui a poussé le président Kais Saied à faire une telle sortie. Deuxièmement, il me semble, et j'en suis sûr, que le mois surpassé en janvier, le ministre des Affaires étrangères italien s'est rendu en Tunisie pour demander à la Tunisie d'aider le gouvernement italien dans la politique de filtration des mouvements migratoires des Noirs vers la Tunisie. J'estime que c'est pour cela que ce président a choisi de durcir les mesures parce qu'il veut plaire forcément à l'Occident. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il y a eu ce déplacement de l'Italie vers la Tunisie en janvier, je l'ai suivi, je l'ai dans la presse et dans les journaux, j'ai entendu. Et l'objectif, c'était justement de réaliser que par la Tunisie, qui est proche de l'Italie, beaucoup de Noirs africains transitent. Et donc, il était important qu'il y ait un filtre. Voilà pourquoi aujourd'hui en Tunisie, les mesures ont été durcies et les migrants qui sont, entre guillemets, attrapés comme étant en situation irrégulière sont donc maltraités, ce qui est forcément condamnable. Pour ce qui est le cas du Cameroun, parfait ici, il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a rien à perdre. Et là, je rejoins le pasteur. Quand quelqu'un n'a rien à perdre, quelqu'un estime qu'il a tenté et que
ce qui est mis en place l'étouffe mentalement, il recherche de nouvelles solutions. Et c'est naturel. Si aujourd'hui, moi qui suis par exemple très cartésien, très mécanique, si j'ai une femme aujourd'hui qui me crie dessus, le lendemain on n'est plus ensemble, il n'y a rien à faire. Ah bon? Oui, pas ici. Moi je suis très calme, très posé, je n'aime pas le bruit dans mes oreilles, je n'aime pas, vraiment je n'aime pas le bruit. De même, si un enfant estime que dans son pays, ce qui est fait n'est pas de nature à lui permettre d'avoir un minimum de confort, il va chercher ce confort ailleurs. On ne peut pas faire à Donc, tous ces jeunes. Un doigt accusateur sur le gouvernement camerounais qui Beaucoup plus n'offre pas parfait suffisamment ici. d'espace aux jeunes. Justement. Maintenant, il ne peut pas tout faire le gouvernement, c'est vrai. Sauf que il faut qu'il y ait un minimum de confort. Aujourd'hui, au Cameroun, le taux de chômage est grave. La misère est grave. De l'eau potable nous manque. L'énergie électrique, même pour se coiffer, pour devenir beau, pour que Bimaï comme ça me regarde, qu'elle dise que voilà un mignon Garbassa, même ça, Eneo nous prive. Donc vous voyez que le système est plus ou moins noirci, il est noir, et donc les jeunes recherchent des solutions. Sauf que pour ces jeunes-là également, je pense que lorsque ton père ne donne plus l'argent de poche le matin, tu vas faire le job. Tu vas au chantier, ou tu vas à la pêche, ou tu vas à la chasse. Et donc ces jeunes ne devraient pas forcément penser que tu ne prends pas le chemin l'Occident du est désert. meilleur. Ils devraient aussi peut-être penser à Bien avoir... qu'on reconnaît les biens. Et là, tu rejoins donc ce qu'elle est, Je voulais Bimaï. ajouter Oui, une petite allons-y. chose. Puisqu'on était en train de paraffer, par exemple, l'exemple de la famille. Si je suis mère de 10 enfants, je ne vais pas sacrifier 9 pour sauver un. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Non, non, madame. Moi, je voulais afficher. revenir sur Déjà. quelque chose. Oui, C'est ça que Il ne faut pas, en même temps qu'on oublie que beaucoup de pays au monde se sont développés grâce à leur diaspora, comme la Chine. Donc, ce qu'on refuse, c'est l'immigration clandestine. Donc, il faut dire que du moment où quelqu'un s'en va parce qu'il cherche le meilleur, ça, il faut même encourager. Parce qu'on part, on peut étudier, on peut ramener beaucoup de choses. Vous savez, madame, si vous permettez, hein, l'aide publique au développement au Mali en 2017 était de presque 112 millions de dollars. Mais l'argent de la diaspora, dont des frères expatriés vers le Mali, était à près de 15 millions de dollars. Donc l'aide de la diaspora au Mali, il y a quelques années, était plus importante que l'aide publique au développement qui a été produite par Merci les beaucoup. Occidentaux. Nous allons lire très pertinent. Nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour El Perfecto. Je suis très d'accord avec le révérend. Nous sommes lents à agir, que ce soit le gouvernement ou les citoyens. Nous ne manifestons pas notre colère lorsqu'il y a des problèmes. S'il vous plaît, arrêtez de ramener sur le plateau des femmes qui ouatisent en racontant des choses pas vraies. Tout le monde voyage. Et pour le cas actuel, Mademoiselle Bimaï n'a pas raison et devrait se taire. Agréable journée. Le monsieur l'a énervé, hein? Il a mis les organes. Il a mis les organes. Je vous amène au 229. C'est le Bénin. Bonjour, perfecto. Le Cameroun gagnerait à occuper sa place de leader en Afrique centrale et en Afrique. Pourquoi sommes-nous leaders dans le football africain et que nos dirigeants sont incapables d'être à la hauteur d'assister les Camerounais de la diaspora chaque fois qu'ils sont en situation difficile? C'est Ayinda du Bénin qui envoie le message. Je vous amène au 216. C'est la Tunisie. C'est la Tunisie. Bonjour, parfait. Je ne suis pas d'accord avec cette dame, journaliste. Les subsahariens qui sont en Tunisie ne viennent pas ici pour rester, mais plutôt pour trouver. Voilà Nganou qui est champion du monde et ça fait la fierté de tous les Camerounais. Personne ne peut quitter son pays si tout va bien là-bas. Quel est le rôle de l'ambassade et la diplomatie dans un pays? Voilà la vérité que Basson a eu à dire. Tout ça, c'est par rapport au gouvernement italien. C'est Valdez. Autre message ce jour. Bonjour, perfecto. Pour la dénonciation du jour, sans donner raison à nos frères qui vont en aventure dans ces pays d'Afrique du Nord. Mais je pense que le gouvernement s'en fout de nous regarder les autres pays comme ils déploient les avions pour aller chercher leurs frères.
pour la dame qui jette son dévolu sur nos frères qui partent Boza. Moi, personnellement, si j'avais l'occasion de partir, j'irais sans hésiter. Car dans ce pays, j'ai déjà tout fait, mais rien ne marche. Tu peux t'imaginer parfait? Tu composes un concours et puis le surveillant vous fait comprendre que vous composez pour rien, car on connaît déjà les admis. Comment vas-tu faire pour réaliser ton rêve dans un tel pays où tu ne peux pas faire ce que tu aimes comme métier? Il faut demander à cette dame d'arrêter de dire certaines bêtises à Mondo Vision, s'il vous plaît. Parfait. Merci pour ton analyse, Bernard. C'est David depuis Vogada. Mais parfait, ici, ce qui dit n'est pas forcément insensé, hein, parce qu'aujourd'hui au Cameroun tout est systémique, tout est clos pratiquement, et donc lorsque vous n'appartenez pas au système, lorsque vous n'êtes pas un avatar du système ou une excroissance du système, c'est compliqué, hein, pour beaucoup parfait ici, vraiment. Très bien. On peut s'en plaindre quand même jusqu'à un certain niveau. Maintenant, c'est pas absolu. Un autre nous dit ici, bonjour le panel, tant que 1 euro est égal à 650 francs CFA, l'Europe reste la meilleure destination. La preuve, Nganou et tout. Nous repartons du côté du 229, c'est encore le Bénin. Bonjour à vous, Perfecto et tout votre panel. Quand 15% de personnes confisquent la richesse de tout un pays, c'est ce qui se passe et c'est ce qui passe dans la plupart de nos pays africains. La dame journaliste ne comprend rien d'une organisation sociale. La responsabilité des gouvernants est engagée à 100% dans cette affaire. Serge Sénan depuis le Bénin. Autre message ce jour. Alors, El Perfecto, bonjour, comment tu vas ce matin? S'il te plaît, communique-nous le programme des obsèques de la matière dès que possible. Il n'y a pas de problème. Le programme physique sortira, mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que ce sera à la fin du mois. La levée de corps aura lieu le 31 mars, vendredi, à l'hôpital central. L'enterrement aura lieu le 1er avril. En Kolovan, mon village natal, c'est par Bankomo. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi. Je suis monsieur Floyd Nando depuis Douala. Je suis d'accord avec le révérend Paul Zan. On a un réel problème au Cameroun, contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire. Ici, le bien-être des populations n'est visiblement pas la priorité du gouvernement. Et c'est ça la cause de ces multiples désarrois. Merci. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. C'est avec respect que je vais m'adresser à Bernard. S'il te plaît, Tara, faut souvent respecter l'analyse de tes copanélistes. Est-ce que ce que tu dis est toujours vrai? C'est pourquoi certaines personnes perdent le fil de répondre même à la question posée par le modérateur. J'aimais bien ta posture au début, mais maintenant tu veux déjà dérailler. Bonjour spécial à Eskeli, Arnaud Abega depuis Douala. Je ne comprends pas le problème. Benado, tu n'as pas oublié de répondre. Non, c'est la distraction. Autre message ce jour. Non, en fait, le gars voulait seulement te donner un coup de pouce. Bonjour les démineurs, bonne analyse du révérend pasteur Paul Zan. C'est Félix de Mimboman qui envoie le message. Autre message ce jour, il écrit en langue, hein? Il dit Mbambache, Amontial Alberto, ma bonena miabis, minon voy, ma tam mina ouam. Basson, amour, mais Billy, Ngonvele. Non, moi je n'ai pas de Ngonvele. Hein. Mais mon nom est sorti, parfait. Moi je ne sais même pas ce qu'il dit à la fin là. Je vois seulement l'histoire de Ngonvele. Madame bien Betam, Madame Betane Bimaï, mais Yega Beo, Amouena Bia, Ambiabon, Abilf, Ambiabon, Ting. Enfin, si tu as des téléspectateurs quand même qui sont incroyables. Il dit que voilà, j'ai quand même suivi. Il dit que Biba est une très belle fille. Oui. Et en même temps, il a aussi une très belle voix. Oui. Il me dit, j'espère que tu n'auras pas de mal à lire mon boulot. Non, les boules et moi, c'est une affaire d'amour. Hein. Ma femme est boulot.
Je vois que tes stylistes ont développé les designs sur tes chemises Adalberto. Je vois El Perfecto. Écrit en gros caractères sur ton boubou. Mais prochainement, demandez au styliste de rendre le nom plus visible. Sinon, il est fort. Ton styliste, notez bien, moi je vais te confectionner une chemise sur laquelle j'écrirai Don Alberto. C'est Assoum depuis Bingalanda. C'est vrai, Jean. Bon, le problème c'est que tu es très loin de moi aujourd'hui. Hein. Vous allez voir que même la montre est estampillée perfecto. Ouais, Oh là là, même la montre c'est perfecto. La gourmette est estampillée quelle perfecto. humilité. Le bobo, elle perfecto. Il est Très humble. Lui aussi, il est comme nous. Autre message ce jour. Bonjour, perfecto. Le zombie du micro. Cherche un autre qualificatif. Je vais voler votre boubou là. Et qui est? Mon boubou vous doit quoi? Que fait notre diplomatie ailleurs? On voit comment les gouvernements se mobilisent pour libérer leurs concitoyens. Et au Cameroun alors? Ce qui est sûr, Je repose. le Cameroun est en train de suivre l'émission. Certainement qu'on aura une sortie du ministre des Relations extérieures. Il devait Le déjà jeune avoir Bella Bella. convoqué le ministre, l'ambassadeur tunisien au Cameroun devrait déjà. Et par ça, ici, pour la petite histoire, Oui. ma petite sœur était en Tunisie il y a même pas un mois. Il y a un mois et demi. Parce qu'elle a eu un souci au cœur, mais elle est rentrée il y a peut-être 3 semaines déjà. Oui. Donc, ça veut dire que ça aurait pu la trouver là-bas. Peut-être je me serais retrouvé en deuil. Donc, c'est une situation qui me parle particulièrement. Bonjour, parfait. Vraiment, les dames en studio dérangent. Si elle peut imaginer combien de journalistes sont déjà dans les pirogues pour quitter le pays après la mort de Martinez. Tara de Courandon, ça doit être dans la Ligue. Hein. C'est Vous juste voulez ça. seulement C'est qu'on même le vous village casse de le sens du Doudouas, je poil, crois. j'ai Oui. l'impression. Écoute la Mais mer. non. Alors, bonjour parfait, comment s'appelle ton réalisateur? Là, je suis dépassé par son professionnalisme. Il est fort, c'est un monsieur très concentré et présent. Il mérite un cadeau de ma part. Et Basson très intelligent. Mon réalisateur, c'est Bitier. Voilà, il s'appelle Bitier. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez envoyer un cadeau à mon réalo, vous connaissez ce qu'il faut faire. Bonjour El Perfecto. Le révérend a raison, c'est tellement difficile dans notre pays que certaines personnes ne parviennent à persister, qui préfèrent s'en aller. C'est Marie-Gabrielle de Douala qui envoie le message. Alors, je vais un peu privilégier les messages qui nous viennent de l'extérieur. Hein. Bernardo, notre téléphone dernière génération, sinon nous fait déjà des coups. D'accord. Je préfère prendre un autre verre d'eau. Trop de commentaires hein, en off, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé. Je préfère que vous gardiez en mémoire que nous devons parler de l'éducation des jeunes ce matin. Pour certains, cette éducation va dans tous les sens. Ils sont nombreux qui estiment que les jeunes ne sont plus bien éduqués dans bon nombre de pays africains et plus précisément au Cameroun. Beaucoup brillent par une certaine mauvaise éducation. Nous en parlons donc ce matin. Je commence par Marie-Bertie Mawem. Est-ce que vous avez également déjà fait ce constat que de plus en plus quand même, les jeunes Africains et plus précisément Camerounais ont un sérieux problème d'éducation? Alors, parfait, je vais me limiter pour ce que je vois sous mon nez. Donc, au Cameroun, il faut dire qu'il y a déjà un problème de génération. Oui. Ceux qui sont nés il y a 30 ans trouvent que ceux qui sont nés il y a 20 ans sont différents. Un conflit des générations. Voilà. Il y a déjà un conflit de génération. Il y a que les époques même changent. Les réalités de vie changent également. Donc les choses ne peuvent pas être pareilles. À un moment donné, aujourd'hui, puisque on profite pour le dire, on parle de la semaine de la femme. Donc je vais un peu me baser sur le rôle que la femme avait. C'est-à-dire de rester à la maison pour prendre soin des enfants, pour éduquer pendant que monsieur allait à la recherche du pain quotidien. Aujourd'hui, vous voyez, avec le 50-50, la femme sort
à 6 heures du matin. Si vous vous amusez, c'est même monsieur qui sort après elle. Ça veut dire même le petit déjeuner en famille, ça n'existe plus. Et elle revient aussi fatiguée que son mari. Alors, on se retrouve dans une histoire où parfois c'est la ménagère qui va éduquer nos enfants. Et la ménagère, parfois nous-mêmes, on ne connaît pas la caution de son éducation. Nous, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se prendre une ménagère, on se retrouve que c'est l'environnement, dont les voisins, qui éduquent nos enfants. Or, nous savons bien que l'humain est fait du biologique et puis de son environnement. Mais lorsque c'est déjà l'environnement qui domine totalement, il y a un problème. Donc, on se retrouve avec des parents qui ont des enfants mal éduqués ou alors même délinquants, mais parfois eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas parce qu'il y a un problème à la base. C'est que les parents eux-mêmes, ils ont d'abord abandonné. Nous avons un autre fait aujourd'hui qui est l'ère du numérique. Parce que nous, on arrivait... Ça me fait penser à quelque chose. À Noël, j'ai offert le cadeau au petit Trésor que tu connais très bien. Alors, pour quelqu'un de 10 ans, alors il me dit 2 jours, 3 jours, voilà ce que je veux comme cadeau. Papa Noël n'existe pas et il n'a jamais existé. Et le jour de Noël, il a quand même le plaisir de me dire, mais par contre, peut-être Maman Noël existe. Parce qu'au moins, je vois que toutes les mamans sont en train de faire plaisir à leurs enfants. Donc, vous voyez un peu, il y a encore quelques années, il y avait tout un mystère autour de Papa Noël. Mais si aujourd'hui, les enfants savent que Papa Noël n'existe pas, ça voudrait dire qu'il y a deux choses. Ou ils sont plus intelligents que nous, ou alors, eux, à leur tour, en fait, nous, on était un peu, on était dans des bulles. Et nous trouvons donc que notre génération était la meilleure. Donc, il y a des violences. Tout à l'heure, nous étions en train d'en parler, qui se sont invités à la faire parce que quand vous ouvrez Facebook, vous trouvez par exemple des corps mutilés, vous trouvez des commentaires désobligeants envers son préféré, vous trouvez des peuples s'entretuer. Là-dedans, dans Facebook, vous trouvez tout. Et les enfants à 3 ans ont un téléphone portable. À l'école, c'est-à-dire au sein des établissements, aujourd'hui, on trouve qu'à côté de au moins 4 bars, il y a un collège. Aujourd'hui, les enseignants, parce qu'avant, pour regarder son enseignant, il fallait beaucoup. Mais on se retrouve aujourd'hui que l'enseignant demande la bière à son élève. Et tous deux... même ils font la santé. Et tous deux, ils vont dans le bar à côté. Comment on peut construire une école, par exemple, dans un carrefour qui est rempli de bars et un marché à côté? On va aller maintenant à l'église. Pour des églises, aujourd'hui, il y a certains parents qui amènent des enfants à l'église, c'est-à-dire pas par conviction, mais parce que c'est comme un slogan. Donc, du coup, l'éducation, ils refusent même que leurs enfants aillent à l'école parce que à des moments, c'est diabolique là-bas. Et donc, l'enfant se retrouve aussi dans une autre éducation où il est coupé du monde réel. On a donc là une société qui est à mal. Très bien. Marie Berthy qui dresse la société. Une société en mal, une société en panne. Je vais me retourner vers l'homme d'église qui est sur ce plateau, et qui a d'ailleurs été interpellé d'une manière ou d'une autre par vous tout à l'heure. Et c'est pas pour rien que j'ai voulu avoir un homme d'église sur ce plateau pour parler de ce sujet. Il y a ce que les sociologues appellent les espaces de socialisation. Et justement, les églises en font partie. Alors, si nous sommes d'accord, si je m'en tiens, c'est que Marie Berthy venait de dire, révérend pasteur, que nous avons sérieux problème d'éducation en ce moment. Est-ce que vous, les hommes d'église, vous avez normalement fait votre job? À quel niveau ça n'a pas marché? Ce que je veux dire, c'est que l'éducation, oui, mais qui est garant de l'éducation de la jeunesse? Je reviens encore à l'État. Toujours, parce que tout ce qu'on devient, tout ce qu'on est, tout ce qu'on obtient, c'est d'abord l'État qui nous offre cela. Et c'est l'État qui doit donner les moyens, qui doit fixer le cap. C'est l'État qui doit montrer le canevas. L'État doit travailler, si on parle d'église. L'État, ça ne coûte rien à l'État. J'ai vu quand il fallait parler de Covid, on disait aux hommes d'église ce qu'il fallait dire à l'église. J'ai vu quand il fallait, à une certaine époque, parler des inscriptions.
à une certaine année, sur les listes électorales, ils venaient voir les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui coûte aux gouvernants de dire aux hommes de Dieu, en dehors des prédications sur le ciel et autres, vous pouvez glisser des moments d'éducation. Parce que si l'État, et quand on dit l'éducation, qui éduque? Ceux qui éduquent ont été éduqués comment? Par qui? Parce qu'aujourd'hui, on parlait par exemple de ceux qui ne réagissent pas quand les autres ont les difficultés. Regardez leur éducation. On parle de ceux qui détournent les fonds. Regardez l'éducation. On parle de ceux qui assassinent leurs semblables. Regardez l'éducation. On parle de ceux qui sont hyper méchants. Regardez l'éducation. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation de la jeunesse. Qui est censé être l'éducateur de la jeunesse? Parce qu'on peut éduquer par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. On peut éduquer on peut éduquer par ce qu'on dit, on peut aussi éduquer par ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Lorsque l'éducateur est absent, les réseaux sociaux, comme elle le disait tout à l'heure, prennent la place. Et les réseaux sociaux éduquent alors parfaitement la jeunesse. Donc, les hommes d'église, peut-être pour certains, font ce qu'ils peuvent faire, mais il faudra que l'éducation soit d'abord formelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un objectif fixé par l'État. On se dit horizon 2040, parce qu'aujourd'hui on dit on veut construire les stades, on veut construire les édifices. Est-ce qu'ils ont reçu l'éducation pour gérer ces stades? On a par exemple vu à la Coupe du Monde, les Japonais arrivent dans le stade, les supporters et les joueurs, quand le match finit, même si on les a tapés, ils nettoient le stade, ils nettoient les vestiaires. Ça vient d'où? L'éducation. Aujourd'hui, l'éducation doit venir principalement de la famille, c'est-à-dire les parents. L'éducation peut venir des enseignants. L'éducation peut venir de l'environnement. Mais toutes ces éducations doivent converger. Et qui doit tenir le socle de ces éducations? C'est l'État. Il est normal qu'aujourd'hui, dans cette saison, que l'objectif ne soit plus seulement obtenir plus de diplômes, obtenir plus d'argent, parce que c'est dans cette course que nous sommes. Même les pasteurs, les hommes d'église, on veut, si ce n'est pas l'école, c'est l'argent qu'on cherche. Tout le monde veut là, parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut voler 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards? Un argent qui ne pourra même pas manger jusqu'à la fin de sa vie. C'est l'éducation. Et cette éducation-là doit être bien définie, comme dans les autres pays. Quand on parlait tout à l'heure de l'Amérique d'abord, c'est une éducation qui se donne. Les Japonais, c'est une éducation. Ce que les Maghrébins font là, c'est une éducation. Nous, quelle est l'éducation? On peut dire que concrètement, au Cameroun ou en Afrique, quel est le socle? On va mener la jeunesse où? Juste un discours du chef de l'État le 11 février ou le 10 février ne suffira pas. Il faudra que, lorsque le chef de l'État décide que l'éducation de la jeunesse doit, par exemple, je prends un pan, il faut que les jeunes pensent à l'agriculture, qu'après ça, qu'on donne les moyens aux hommes des médias, parce que, par exemple, une chaîne comme celle-ci doit vivre des publicités autres. Il faudra que, si l'État veut que l'éducation liée à l'agriculture, au travail, à ne pas insulter, soit relayée par Info TV, qu'on donne les moyens à Info TV. Qu'on donne les moyens au pasteur. C'était très pertinent. Qu'on donne les moyens au pasteur de pouvoir prêcher ça. Parce que si le pasteur n'a rien à manger chez lui, il va d'abord prêcher ce qu'il lui donnera à manger. Il va oublier l'objectif principal. Cette jeunesse-là sera quoi? Donc, l'éducateur est important. C'est lui qui doit être interpellé. Et qui mandate l'éducateur? C'est l'État. Merci beaucoup. Le révérend pasteur Paul Zang a dit des choses très intéressantes. J'ai retenu une ou deux, parmi lesquelles il faut donner des moyens aux chaînes de télévision. Il a pris l'exemple d'Info TV, parce que ce que nous faisons ce matin est déjà un travail énorme pour ce qui est de la sensibilisation. L'État doit accompagner des chaînes de télévision républicaines, comme justement Info TV. Et nous continuons dans cette sensibilisation, Skelly et Bimaï. Je me suis souvent posé une question. Lorsque je regarde l'éducation de certains jeunes, en ce moment, je me pose la question sur leurs parents. Si un jeune est mal éduqué, est-ce qu'on ne doit pas aussi questionner celui qui l'a éduqué? Merci, parfait. J'ai bien peur de pouvoir, une fois de plus,
heurter la sensibilité des certains. Non, vous n'êtes pas là pour plaire. Hein? Justement. Tant que vous êtes en harmonie Oui, avec votre conscience. Justement, j'étais en train de le dire, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait arrêter de caresser la jeunesse au sens du poil. On a tellement eu à faire des débats, il y a eu des colloques, il y a eu des échanges où on a accusé le gouvernement, on a accusé les parents de ce que devient la jeunesse. À quel moment on a questionné ces acteurs eux-mêmes, les jeunes? La question, si on trouve un jeune délinquant, est-ce qu'on ne devrait pas également se questionner sur son parent? Je vais vous dire non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le parent inculque ce qu'il y a de bien pour son enfant. Je dis globalement, hein, Ouais. donc 80%, ce qu'il y a de bien pour son enfant. Des bonnes mœurs, des bonnes valeurs. Aucun parent ne s'est jamais assis, il a appris sa fille à se déshabiller sur les réseaux sociaux. Aucun parent n'a jamais appris à son enfant à faire, excusez-moi, l'amour. Ça dépend. Aucun parent n'a appris véritablement à son enfant. Et il y a des choses que vous apprenez ça. Je dis, justement, il y a des choses que vous apprenez seul. Mais il y a des choses aussi que les parents... J'en viens. J'ai bien dit à 80%, donc ce n'est pas global, hein, c'est pas général. Oui, c'est pas absolu, merci. Aucun parent ne s'est assis un jour et dit, mon enfant, viens là où tu vois là. C'est comme ça qu'il faut tuer, ou alors pour bien danser, avoir l'argent, montre-nous tes soeurs sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok. Aucun. Il y a 3 modules qui apprennent aux enfants aujourd'hui d'éducation. On a la société, Oui. on a le socle familial. Je vais même ajouter un 4e. On a l'État et maintenant on a l'Église. Je suis sûre que le pasteur, le dimanche, il prêche la bonne nouvelle à toutes les filles, à tous les jeunes hommes. La société aujourd'hui, à travers les débats, on prêche des bonnes mœurs. Les parents te disent, enfant, va à l'école, n'insulte pas, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Mais une fois que ton enfant est dehors, il se laisse influencer par le module que lui, il a choisi. Et le module qu'il choisit, c'est quoi? Ça peut être l'église, ça peut être la société dans les réseaux sociaux, les bangados et tout ce qui va avec. Ça peut être tout simplement le socle familial. Mon père a dit, ne fais pas, je ne fais pas. Le pasteur a dit, prions, par exemple, aujourd'hui, et chaque jour, il se met à prier. La société a dit, faisons du n'importe quoi, buvons, mangeons, fumons, et c'est ce que je fais. L'enfant, j'invoque là, excusez-moi, le libre arbitre. Aujourd'hui, ils sont tellement intelligents qu'ils ont la faculté de choisir. Mais le parent, en ce moment-là, ne peut pas s'accuser de la réflexion ou bien alors du pan que l'enfant prend. Il a donné une éducation. Maintenant, le jeune lui-même, il a décidé de se pervertir. C'est pour ça que dans une salle de classe, vous allez voir, il y a des premiers, il y a des derniers. Il a choisi d'être dernier, je suis désolée. Il a choisi. Et celui-là te dira que j'ai tout fait, comme beaucoup disaient tout à l'heure par message, j'ai tout fait pour réussir, je n'ai pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu iras chercher, tu verras qu'il n'a même rien fait à la base. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de prendre cette jeunesse et dire à cette dernière que vous agissez mal vous-même. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'accuser. Il y a un monsieur qui a mis hier sur les réseaux sociaux, voici la vie d'un ancien cadre de l'État. À la retraite, il a fait 5 enfants. Aujourd'hui, il fait les champs. Vous voyez quel gouvernement. Il n'a même pas pu préparer sa retraite parce que le gouvernement va mal. Maintenant, ces pauvres enfants qui sont des masterisés vivent à ses dépens. Mais j'ai dit, mais vous entendez parler? Il fait les champs à 70 ans. Les enfants qui ont eu la valeur intrinsèque, intellectuelle, ils sont masterisés, ne peuvent pas l'aider dans ces champs. Ils veulent entrer dans le gouvernement, faire quoi? Chercher qui? Je pense que beaucoup de sociétés, beaucoup d'États se sont développés par d'autres secteurs, pas forcément par l'État. Parfait, tout le monde veut avoir un bureau à l'État. C'est ça le véritable problème de la jeunesse. Merci. Et maintenant, quand on parlait de la portion de l'État à l'intérieur, je suis très d'accord. On a vu, par exemple, sur ton contrôle, aux États-Unis et beaucoup, la Commission française également, ils ont décidé d'éradiquer TikTok, si je ne me trompe pas. Supprimer certains contenus de TikTok. D'autres ne veulent même plus avoir TikTok. Et quand tu regardes même TikTok, en Chine, le TikTok chinois est essentiellement pour des agriculteurs, pour des penseurs, pour le high-tech. Mais c'est le TikTok africain que nous-mêmes nous avons accepté, qui est là pour nous montrer Le TikTok camerounais, lui, il est pour le sang caleçon. Justement. D'accord. Justement. Alors, merci, Skelly Et ça Bimaï. nous émeut. Bernardo, Skelly Bimaï pense que avant d'accuser les autres, regardons nous-mêmes d'abord sur la glace. Ces jeunes-là ont le libre arbitre, ils sont même plus intelligents que d'autres par le passé, mais eux-mêmes
choisissent délibérément les chemins de la déperdition, les chemins du vol, du banga, de l'agression, de la facilité. Je vais faire l'effort d'être un peu bref, même si c'est pas facile. Plus intelligent, je ne dirais pas, je ne sais pas humblement, parce que l'intelligence, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Ouais, peut-être le mot est fort. La sagesse, c'est la capacité à éviter les problèmes. Il y a aussi la capacité à créer les problèmes. Donc aujourd'hui, si on a convenance qui ne résolve pas beaucoup de problèmes, alors la question de l'intelligence peut être remise en question. Bon, je passe parfait ici. L'éducation est fondamentalement et coextensivement une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire sociale ou matérielle. La construction d'une société commence sur le plan spirituel. Et à partir de la spiritualité, on met en place une méthode. Aujourd'hui, il n'existe pas au Cameroun une vision spirituelle suffisamment critique. Quand on prend l'Europe ou les États-Unis comme modèle, moi je ne suis pas d'accord. Je vous l'ai déjà dit ici. Vous y êtes allés, vous savez, les plus drogués sont aux États-Unis. Ceux qui se pendent le plus, suicident le plus sont en Europe. Les plus dépravés sexuellement sont en Europe. C'est pas les plus transsexuels, homosexuels. Je dis vraiment, pour la plupart, ils sont en Europe. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici. L'Afrique souffre d'abord d'un principal problème, c'est que le modèle éducatif est la cristallisation de la vision du monde prise par une communauté, laquelle vision repose sur les préceptes spirituels et donc divins établis. Sauf que l'Afrique aujourd'hui est en rupture entre son passé et son présent. Du coup, elle ne peut pas construire un modèle éducatif serein parce que les supports éducatifs seront variants. Un vous dira « j'éduque dans la Bible », un autre vous dira « j'éduque dans le Coran », un autre encore dans la Torah, moi je vous dirai dans le MOC. Ça fait des supports différents, ça crée donc des personnes aux mentalités différentes et donc on n'aura pas une masse critique suffisamment importante de personnes. Du coup, on n'aura pas un modèle éducatif équilibré. Premier point. Maintenant, sur le plan social, pour revenir, l'éducation des enfants est la moins importante, celle des parents est la plus importante. L'éducation, je reprends les propos d'un ancien chef d'État, est aussi le fait de tenter de concilier deux mouvements contraires. Le premier, vouloir inculquer à l'apprenant ou à l'enfant ce qu'on pense bien pour lui. Le second, vouloir le laisser être qui il est. Ça fait deux mouvements contraires, des fois, qui créent un choc. Tout à l'heure, il parlait de choc de civilisation, choc de génération. Et là, elle a raison. Propos de Nicolas Sarkozy en 2011, lorsque j'ai lu un de ses ouvrages. Donc, aujourd'hui, parfait, ici, le problème majeur est le suivant. On n'a pas un projet éducatif. On n'a pas une vision éducative. On se laisse pénétrer par tout ce qui vient de partout et de nulle part, ce qui crée un boxon total. On appelle ça chez nous Bolganjanga. Éduque sur la base d'une réalité qui n'est pas africaine. L'Europe éduque sur la base 1 de la liberté et 2 de la chrétienté. Je vous ai dit hier que l'Europe centrée ne se fait pas avec l'islam. Elle rejette, elle est essentiellement chrétienne. L'Asie se développe sans chrétienté, elle est manifeste. Je parle de l'Asie grande, la Chine, l'Inde et le reste. C'est avec les cultes comme le bouddhisme et l'hindouisme. C'est de cette spiritualité-là qu'on crée le modèle éducatif. Et les chrétiens ont le libre arbitre, libre. L'Europe aujourd'hui se base sur la liberté, liberté sexuelle, liberté d'aller et venir. Donc vous voyez parfois ici, c'est à partir du modèle spirituel qu'on crée le modèle éducatif. Sauf qu'en Afrique aujourd'hui, le modèle éducatif est la restriction, le respect strict des lois. Parce que étant petit, on disait ne touche pas, ne fais pas. Là-bas, on vous dira non, tu peux, non. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas un projet éducatif serein, on ne peut rien construire et donc on ne peut pas se développer. Donc il faut d'abord qu'on essaie, non pas de broder, mais de se réconcilier avec un certain nombre de valeurs, car éduquer, c'est transmettre les valeurs qui sont des outils que l'apprenant va utiliser pour pouvoir être indépendant à l'avenir. Donc tant qu'on n'a pas reconstitué, rééquilibré nos rapports avec l'ancestralité pour comprendre quel modèle était employé là-bas et pourquoi ça a marché, parfait ici. Aujourd'hui, je sors par là la déclaration universelle des droits et des citoyens de 48. 48, c'est au XXe siècle. A été conçu, pensé et rédigé au XIIe siècle par Soundiata Keïta.
À ce moment, l'Empire du Mali dominait le monde. L'Empire du Mali, on est en Afrique. L'Égypte, il y a 6000 ans, je laisse. Ça veut dire quelque part, à un moment donné, l'Afrique a eu des pensées, des conceptions. On a vu les pyramides, des réalisations à partir d'un modèle qui était pensé. Comme cela s'est rompu, tu fais du contact avec les autres. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un modèle serein. Merci Bernardo Basson. Je repars du côté de nos amis pour lire leurs gentils messages, pour certains, pour d'autres qui s'attaquent à mes jolies dames sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour à tout le panel, bonjour au Perfecto. Le pasteur a tout à fait raison. L'éducation va d'abord de l'État. Nous sommes le reflet des éducateurs. Il met entre parenthèses État. Quand un enfant est mal éduqué, c'est le parent qu'on regarde. Quand le peuple est mal éduqué, on doit accuser qui? L'État. L'État n'accompagne pas son peuple. Éduquer n'est pas seulement dans le sens simple du mot. Et il y a plusieurs manières d'éduquer. Je prends toujours l'exemple de la Corée du Sud. Ils sont éduqués parce que l'État contribue en contrôlant ce que les enfants font, comme Internet, les pare-feux sur certains sites qui éduquent mal sont bloqués. C'est dans ce sens que je vois le rôle du gouvernement concernant l'éducation. Je m'adresse à la dame qui parle des champs. On ne condamne pas le gouvernement, on demande à l'État de faire comme les autres, comme en Chine, comme elle dit, bloquer tout ce qui ne nous sert à rien. C'est Sam de Kribi qui envoie le message. Bonjour parfait, aujourd'hui on peut vous écouter car Enéan nous a rendu visite ici à Bafia. Belle thématique, mais je pense qu'il fallait un enseignant sur ce plateau. La posture de la jeunesse aujourd'hui est compréhensible. La génération qui a précédé la nôtre nous a montré que la réussite est dans le public et tout fait pour qu'on n'accède jamais. On a tout enlevé à l'éducation nationale, les programmes bizarres, les règles qui donnaient du tonus à l'enseignant enlevé. Bref, une vraie catastrophe pour l'Afrique et pour le Cameroun en particulier. Joël, enseignant à Bafia. Oui, Bernardo? Je pense humblement qu'il est plus utile pour une telle thématique d'avoir des prêtres et des pasteurs que des enseignants, même s'ils sont aussi utiles. L'enseignement à l'école, c'est l'instruction, c'est pas forcément l'éducation. L'instruction est une partie de l'éducation. Ça veut dire qu'on inculque des théories, généralement sociales et plus ou moins logiques, qu'on va mettre en œuvre pour la vie courante. L'éducation est une question transcendantale, générationnelle. Donc un enseignant, c'est très important, mais un pasteur, parce que le pasteur utilise la religion, qui est la partie visible de la spiritualité, qui est invisible. Donc lui, je pense humblement, il a plus d'outils, si on va en profondeur, pour savoir comment l'homme africain conçoit, comment ses fidèles voient la vie. L'éducation, c'est la façon dont on perçoit la vie. Très bien. Les lois qu'on nous impose, qu'on est appelé à respecter. Et les traditionnalistes, vous les mettez où? J'en suis un. Je suis sur le plateau. Voilà. Bonjour, perfecto. J'aimerais savoir où est passé le document. J'aime mon pays, le Cameroun. Le document. C'est vrai. Oui, il y avait un livre comme ça qui a été écrit J'aime mon pays, le Cameroun. C'était un livre de l'éducation civique. Ah oui. J'aime mon pays, le Cameroun. Et vraiment, c'est un formidable ouvrage. Pas les histoires, on a sorti le livre de 5e. On apprend aux enfants les cunilingus, les machines. L'anus. Ouais, en 5e. L'anus. En 5e, on t'apprend que nous sommes révoltés, mais on en va enlever les pages là. Tu te rends compte? Ton enfant de 5e, et comme ils sont de plus en plus jeunes, c'est-à-dire en 5e, là, 11 ans, il vient à la maison et il te demande, mais papa, on nous a enseigné, c'est quoi la sodomie? Ton enfant de 11 ans. Tu ne peux même pas parler. Ne sais pas ce que le règlement doit dire. Tout le monde sur ce plateau sait que l'une des choses que les religions, les spiritualités et les cultures ont tenté de garder secrète, c'est le sexe. Parce qu'on connaît les dangers d'un sexe utilisé à mauvais escient. Très bien. Sauf que les Blancs sont venus avec un sexe libéralisé, que nous aussi on a remorqué, comme on est champion du remorquage intellectuel, parfois aigu, parfois... On a démocratisé même le sexe. Résultat, on a des lycéens et des Bonjour, perfecto. J'aimerais savoir où est passé le document.
décidément, j'aime mon pays et ils ont enlevé la chicotte à l'éducation. Nous avons grandi à base de la chicotte. J'aime mes anciens professeurs qui ne donnaient pas le lait. Quand tu croisais cela, même simplement en route, tu devais te coucher ou te cacher pour qu'ils ne te voient pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va en boîte avec des professeurs, on boit le vin avec eux, on drague les mêmes femmes. Vous attendez à quoi de cette éducation? C'est Simon depuis Cribien. C'est quand même compliqué. Tu vois un enseignant qui demande à son élève D'être 10. Gagnant rien. D'être 10 par Sans rapport. compter ceux qui enseignent à leurs élèves aussi bien le haut que le bas. Donc, je remplis la tête. Ça, c'est la phrase de parfait ici. Ah bon? Oui. Bonjour, perfecto. L'éducation des jeunes en Afrique ne va pas dans tous les sens. Elle va plutôt en direction de l'Occident. Le mal est profond. L'Afrique doit rentrer dans ses fondamentaux en termes de valeurs morales. Un bonjour particulier aux jolies dames sur le plateau. C'est Zarathustra depuis Omnisport à Yaoundé. C'est Nietzsche. Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. C'est une œuvre de l'écrivain allemand Nietzsche. Zarathustra. Lui-même qui parle des histoires de l'Occident, là, et qui s'appelle dans sa famille Zarathustra. Alors, révérend Paul Zan, je reviens à vous. Hein. Bernardo, tout à l'heure, a beaucoup parlé des religions, de la spiritualité. Il pense que l'éducation est d'abord spirituelle. On vous interpelle encore, vous les hommes de Dieu. Ouais, l'éducation est spirituelle, je suis d'accord avec lui, parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivent dans des corps. Donc il est normal que nous puissions... Tout à l'heure, quand je disais que l'État, c'est parce qu'on respecte l'État, on croit que c'est l'État qui fixe la politique de tout. Politique de la nutrition, politique de tout ce qui est politique, commerce et autres, entrepreneuriat et autres. Mais la vérité, c'est que l'État doit composer avec les hommes spirituels. Lorsqu'une personne va voir un marabout, et que le marabout lui dit que c'est ta soeur qui veut te tuer, à l'instant, le marabout vient de l'éduquer. Il y a une éducation, il y a une instruction qui dit, maintenant, pour que ta soeur ne te tue pas, moi je vais renverser, je vais renvoyer ça sur elle, il va t'aider à tuer ta soeur. Donc le marabout vient de l'éduquer. Donc le problème aujourd'hui, l'État doit prendre tout au sérieux, parce qu'il y a des choses qu'on néglige. Lorsqu'une personne va à l'église ou bien dans une loge, c'est ce que son gourou lui dit qui constitue une bonne base de son éducation. Et là, pasteur, vous convenez avec moi que parce que le message qui est porté a peut-être une incidence sociale, mais semble être venu du plan spirituel. Parce que parfois ici, ce qui guide la volonté de l'homme, c'est la spiritualité. Les chrétiens vivent sur la base de quoi? Des commandements. Bien sûr. Parce qu'ils estiment que le précepte qui vient n'est pas humain, il est divin. Du coup, la spiritualité et la religion guident la volonté de l'homme. Si je veux être bien, la volonté là, elle vient de ce que la chrétienté aurait enseigné, ou moi le moc aurait enseigné ci ou ça. Très bien. Donc, c'est plus... Donc moi j'ai un problème avec mes aînés, mes collègues, hommes de Dieu. Oui. Parce que on parle plus en tant que chrétien du ciel. Jésus revient bientôt, il faut prêcher. Et quand tu veux même prêcher des messages concernant la société, on dit, ben, ce pasteur est charnel, ce pasteur n'est plus spirituel, alors qu'ils ne comprennent pas que cette affaire de Jésus revient bientôt, qui date depuis 2000 ans, peut encore durer 100 ans, 200 ans, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, les gens ne font que sombrer, comme quelqu'un a dit, l'éducation ne va pas dans tous les sens, mais ça va vers le sens de l'Occident, ce qui est une réalité. Donc, il est normal que les hommes spirituels, les hommes d'église, là je parle en tant qu'homme de Dieu, réalisent que l'église n'est plus seulement l'endroit où on doit parler du ciel. Puisque ce n'est pas au ciel qu'on vit, on vit sur la terre. Je suis très content quand j'entends un pasteur dire ça. C'est dans l'église qu'on doit enseigner toutes ces choses. C'est pour ça que je dis que l'État peut nous envoyer des copies, peut nous envoyer des notes pour dire cette semaine, vous pouvez parler de ça, comme je parlais tout à l'heure des hommes de médias. L'État doit lister toutes les personnes ressources qui peuvent participer à l'éducation des masses. Que ce soit les médias sociaux, on parle des influenceurs qui aujourd'hui ont pris la place. On parle des influenceurs qui ont pris la place des vrais éducateurs. Et vous allez remarquer que c'est toute une autre paire de manches. c'est parce qu'en fait les vrais éducateurs sont absents. Et cette absence peut être liée au manque de moyens.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas parler de quelqu'un qui a réussi dans la société, c'est un grand artiste, c'est un grand journaliste, est-ce qu'il a les moyens de sa politique pour pouvoir conseiller ou même attirer vers lui des jeunes pour qu'ils puissent leur parler? Mais l'influenceur qui va se déshabiller sur TikTok va attirer. Et quand on le veuille ou pas, cette personne va communiquer une certaine éducation. Donc, qu'on le veuille ou pas, en cette saison, les hommes spirituels sont des canaux par excellence pour diriger ou bien pour orienter l'éducation. Très bien. Lorsqu'ils sont bien. Merci oui, beaucoup. cette réserve-là. Oui. Ce n'est pas absolu. Hein. Et Lorsqu'ils sont bien. Disons certains hommes de Certains Dieu. hommes de Dieu. Non, je dis Parce quand je parle qu'il y a des hommes de les Dieu plus que les qui réseaux sont plutôt sociaux. des hommes odieux. C'est pour ça que je dis que l'État doit gérer ça. C'est-à-dire qu'on réalise, il y a l'enquête de moralité, qu'on réalise qu'une personne peut dire des choses cohérentes, une personne a été formée. C'est ça que je parlais tout à l'heure, qui a éduqué les éducateurs. Si on veut utiliser une personne comme éducateur, il faut qu'on l'éduque d'abord. C'est pour ça qu'il faut des moments de rencontre comme ceci où on se recycle. Pendant que l'autre parle, on apprend de nouvelles choses et ça nous permettra d'éduquer. Merci. Là où on sera. Marie Berthy qui veut absolument réagir, allons-y. Oui, je voudrais dire ceci. Quoi qu'on dise, c'est-à-dire je suis d'accord avec mes copanélistes, mais je continue à rester ferme sur l'éducation qui vient de la cuisine. Parce que vous savez, même les diplômes qu'on a eus aujourd'hui, ce que j'utilise dans la rue ou dans la vie parfaite, c'est les enseignements de ma grand-mère. Ça veut dire que ma grand-mère m'a dit une femme doit être digne, une femme quand elle porte sa robe, elle doit mettre son jupon, une femme ne doit pas se parler n'importe comment devant les gens, une femme, ça dit l'éducation de base, ça veut dire que ça me vient de ma maison. Et maintenant, ça vient d'où, madame? Je vous dis ceci. De Ça me l'africanisme. vient quand je parle de ma grand-mère. Ça veut dire que ma grand-mère n'avait rien à cirer, ni avec l'État, ni avec beaucoup de choses. Mais je suis d'accord que ma grand-mère est allée aussi que ça. C'est-à-dire chez les prêtres catholiques pour qu'on lui apprenne le mariage. Sauf que, après cette éducation que je reçois à la maison, et il faut dire qu'un enfant n'est pas éduqué par Une seule personne. L'enfant de la Donc c'est communauté. beaucoup de personnes, des tontons, et chaque personne doit avoir recherche un référent dans la vie. Donc vous allez voir que beaucoup de personnes qui regardent cette émission, et quand moi souvent il y a des moments où on dit un sac de modérateur, tu vois, c'est un slogan et c'est des référents que tu crées envers les jeunes. Donc ce que je voudrais dire, c'est que l'être est d'abord lui-même. Il est constitué lui-même. Un parent apprend à un enfant à limer la machette. Peut-être pour aller débroussailler. Mais un jour, cet enfant peut choisir. Donc il faut rentrer terre à terre pour dire qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Cet enfant peut utiliser un jour cette machette pour découper. Donc ce qu'il faut dire, c'est que quand mes enfants quittent le matin de chez moi, si je leur apprends à prendre le goûter à la maison, mes enfants ne vont pas adopter le système d'aller chercher des glaces à l'école. Et maintenant, je vais vous dire, mes enfants ont pour obligation de rentrer à la maison, me dire ce qu'ils ont fait. On regarde par exemple le journal ensemble, on commente. Et il faut leur parler de tout aujourd'hui. Ça veut dire tu parles de sexe à tes enfants, tu les parles de tout ce qu'il y a. De sexe? Parce que ces enfants... À partir de quel âge? Écoutez, parce que c'est vous qui pensez qu'il y a l'âge. Je vous dis ceci. Les enfants même de 10 ans qui n'ont pas de téléphone, c'est toi à la maison qui penses qu'ils n'ont pas de téléphone. Une fois à l'école, les enfants le soir te rapportent tout ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le soir, avant même que toi tu ne suives ça peut-être dans un journal ou bien toi le parent qui n'a pas eu le temps. Parce que malgré qu'on va nous dire, on fouille les sacs, on fouille les téléphones, continuent à circuler. Donc les enfants, il faut leur parler selon l'intelligence que tu vois. Et un être humain, on le charge au fur et à mesure. Je pense que même au niveau de l'église, on commence d'abord par une doctrine, ainsi de suite. Donc, il faut dire que c'est un tout. Mais il faut bien préciser des choses. C'est que les parents, le rôle de la femme qui attendait ses enfants à la maison pour les éduquer. Et il faut voir que beaucoup de les hommes qui sont riches, ou bon, s'il faut appeler ça comme ça, entre guillemets, leurs femmes sont ménagères. Et
pour nous, c'est un défaut aujourd'hui. Mais au lieu qu'on dise que c'est la pauvreté qui fait que la femme et l'homme sortent pour pouvoir arrondir les fins du mois, on fait croire que non, c'est la comment on appelle ça, la modernité, ou bien, je sais pas, ou la féminisation. Est-ce que les Bimaï, je voudrais que nous prenions un autre pan, c'est celui de la perte de valeur, hein. Le manque de modèles. Est-ce que cela peut aussi influencer négativement notre jeunesse? Il y a quand même 20 ans, 30 ans au Cameroun, je peux me tromper, je me dis qu'on avait suffisamment des référentiels, on avait des modèles, des gens qui étaient présentés comme des modèles. Mais aujourd'hui, j'ai peur de dire que nous avons des nouveaux modèles qui influencent parfois négativement notre éducation. C'est bien choisi. Je voulais tout d'abord dire, puisque... Allez-y. Oui, je voulais ajouter quelques petits mots à l'endroit du pasteur. Si je comprends bien, aujourd'hui, vous voudriez que l'État soit un peu comme un référent. C'est ça, en fait, comme un conducteur. Un conducteur, c'est mieux. Alors, je n'étais pas encore née. Il y a plusieurs années, on n'avait pas l'État qui n'est qu'une institution. Qui n'est qu'une petite institution, en fait. Il y a plusieurs années... Nos lieux là, ils ne partaient pas à l'école. Ils ne savaient même pas lire. Ils ne savaient même pas lire. Et on n'avait pas besoin de leur dire que va à l'église parce qu'on va te dire, ou bien va à l'école parce qu'on va te dire. Mais ils étaient corrects. Pourquoi? Parce qu'à la base, je pense que là, il parle de la spiritualité. On a travaillé sur l'homme. Je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse travailler sur la jeunesse, sur l'homme et non sur la masse. Commençons par travailler sur une personne, 2 personnes, et enfin, on aura la masse. Pour revenir à cette question, c'est normal qu'on n'ait pas de modèle aujourd'hui parce qu'il y en a tellement. Et pourquoi? Faute du numérique. Je vais vous dire qu'à l'époque, parce qu'il n'y avait pas assez de numérique, on pouvait tout simplement rester focus sur ce qu'on voyait. Sur Adman Voto, par exemple, qu'on regardait à la télé. Je vous promets que le duo Adman Voto, Ibrahim Chérif ou alors... Laza et Tundi Barbara par exemple, Barbara et toi, il n'aurait pas eu assez de succès s'il y avait 10, 15, 20 télévisions. On allait voir les parfums, on allait voir les Kelly, on allait voir. Et là, forcément, il allait y avoir plus de divergences. On avait eu certains modèles parce qu'on n'avait pas la possibilité de les voir matin, midi, soir. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a Facebook, on a TikTok. Aujourd'hui, je vais faire référence, par exemple, à toi parce que tu parles bien. 1 heure après, je vais voir une autre qui danse, qui parle bien, qui a plus d'argent que toi. Elle va me plaire. Ça influence. C'est ça le problème. J'ai été ahurie par un fait sur les réseaux sociaux d'une jeune demoiselle qui s'est levée. Elle a pris l'huile qui coûte cher. Elle a fini de oindre sur elle. Je ne sais pas si elle est demoiselle. Elle a fini de oindre sur elle. Et après, quelqu'un dont il y a quelques années, quelques mois, les jeunes ont commencé à porter, à soulever cette personne. Il a pris la peine de récupérer cette demoiselle et dit qu'elle est désormais gérée d'une marque. Parfait. Ce qui fait en sorte que moi qui aime l'argent, moi qui veux vendre beaucoup de choses, je me dis, mieux je fais comme elle. Très bien. Parfait, ici, Oui, Bernardo. Je vais dire 2 choses. Aujourd'hui, la principale valeur, c'est-à-dire le guide éducatif central, c'est la recherche de l'argent. Il faut qu'on ne se mente pas, c'est que tout le monde veut l'argent. Alors que l'argent, c'est une énergie, je vous l'ai dit hier, qui est initialement négative. C'est pour ça que ceux qui en gagnent beaucoup spontanément... L'énergie négative. L'argent n'est pas conçu en Afrique. Toi, donne-moi l'énergie là. Non, parce qu'on ne se comprend pas. L'argent Je comprends. n'est pas conçu en Afrique. L'argent qu'on gagne en travaillant est le fruit d'une rétribution. L'argent qu'on gagne spontanément, on est plutôt incliné vers les penchants négatifs. Oui. Parce que l'énergie qui fonde l'argent au départ, occidentalement parlant, est négative. Parfait, ici, aujourd'hui, le principal support éducatif doit être la nature. S'aimer et vous récolterez, tu vois. Donc quand on te dit, tu entends, sème et tu récoltes. On te dit, les oiseaux volent par plumage. Donc si tu es fils de tel, tu peux avec un tel, mais sois prudent. Parce que le contexte n'est pas le même. Tu vois les oiseaux, tu vois la basse cour, tu vois la haute cour, tu vois. Sois généreux. Tu vois le bananier qui grandit, qui vous donne un fruit, qui se sacrifie, qui laisse ses enfants qui vont vous nourrir après. Tu vois. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une division de support éducatif qu'on s'est complètement perdu. Si on les associe, comme elle disait, si on les remet ensemble pour trouver un seul support fondamental, comme d'autres cultures l'ont fait, on est sûr de pouvoir construire. Comme disait Richard, chacun travaille pour ce qu'il veut devenir. On n'a pas ce modèle. Révérend pasteur Zan, débat très enrichissant, très intéressant. Entre-temps, quand même, lorsque, j'en suis persuadé, comme moi nous sommes en train de parler maintenant à Info TV, certains jeunes qui regardent, ils disent c'est pour vous là-bas. Ah
Ça, c'est sûr. Oui. Dès que tu veux lui parler, dis tu es mon père. Tu veux lui parler, tu dis attends, c'était avant. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu bois pas, Bon, tu mais en meurs. même temps, il y a ceux qui sont aussi édifiés, hein, il faut aussi le dire. Il y a ceux qui sont édifiés. Je dis, des gens cherchent plus, les enfants doivent plus chercher des référents Sauf aujourd'hui. qu'ils en cherchent. Donc hein, nous, madame. les adultes, nous devons faire tout pour être un peu des exemples pour notre environnement. Entre-temps Enfin, également, je suis d'accord avec Marie Berti, que les adultes eux-mêmes commencent aussi à briller par quelques comportements encourageants. Hein, parce qu'il y a certains adultes aussi Il y a... voyous. J'ai juste une petite anecdote, si vous voulez bien. Alors, j'écrivais La vie du ghetto. Un ouvrage. Oui, c'est un ouvrage qui va apparaître bientôt. Alors, il y a un pan où je veux justifier la prostitution. Parce que j'ai trouvé que les femmes qu'on trouve dans la rue, en fait, ne sont pas des prostituées. Lorsqu'on voit des prostituées, comment elles évoluent ailleurs. Alors, je suis partie dans des quartiers où tout le monde connaît, voilà. Et je posais des questions, donc je payais 5 000 pour que tu me parles pendant 10 minutes seulement. La majorité de filles très jolies que je rencontrais avaient des licences, avaient des masters. Alors, une m'a posé la question, madame, si j'ai 2 enfants, je n'ai pas de travail, ils sont à la maison. Avant-hier, on n'a rien mangé. Hier, on n'a rien mangé. À quoi me sert ce corps si je peux au moins venir ici et pointer 1000 francs l'heure et afin que mes enfants puissent manger. En fait, c'est une autre femme qui te parle et je dis bien, elle est très belle. Donc tu as du coup d'abord la chair de poule et effectivement tu te retrouves en train de penser que effectivement s'il m'arrive que mes enfants à la maison n'ont plus à manger, qu'est-ce que je deviens? Donc nous voyons seulement peut-être la tendre jeunesse aujourd'hui. Mais si on parle de la jeunesse, on va aller peut-être même jusqu'à 50 ans et trouver que il y a pour avoir des valeurs aujourd'hui et les garder, c'est un combat et il faut avoir le minimum. Donc du coup, le travail fait partie du mot qui doit retentir dans les oreilles de nos enfants matin, midi et soir. Le travail, rien que le travail et encore le travail. Que nos petits frères, nos enfants comprennent que le vrai travail, c'est pas être influenceur ou alors influenceuse. Il faut. Mais si tu le fais, fais-le bien. Ah ouais. Fais quoi bien? Oui, si tu le fais, tu fais le bien. Merci beaucoup. Hein. Merci à Bernardo Basson, invité permanent, qui était encore là ce matin. Merci à Skeli Bimaï, qui est journaliste, mais également patronne d'une chaîne de télévision, Lines TV. Merci à notre révérend pasteur, révérend Paul Zan, qui est venu nous rendre visite ce matin à Info TV. Merci à Marie Bertille Mawem, qui est écrivaine, chroniqueuse des chaînes de télévision. À 12h, vous aurez le journal de la mi-journée. N'oubliez pas, à partir de 19h, le journal en anglais. À 20h, le journal en français. À 21h, un grand talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous également dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine, libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?